Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au sein de notre émission « Que les choses soient dites ». Mais ce soir, les choses seront dites. Et nous avons décidé de mettre en avant un thème qui intéresse tout un chacun. L'école a toujours été au cœur des débats. Et des débats de toute société, puisque, on va dire que c'est le pilier, le fondement même de l'équilibre de la société. Maintenant, depuis quelques années, la question de l'école se pose aux parents et à tout un chacun, à chaque Guadeloupéen. Alors, certains disent qu'il faut une école purement une école adaptée à nos enfants. Nous en saurons plus ce soir, puisque nous avons un plateau très riche pour répondre à toutes les questions et bien sûr, comme à l'accoutumée, vous aurez l'occasion de poser vos questions au numéro de téléphone qui s'affichera sur l'écran de votre téléviseur. Je vous l'ai dit, un plateau plein, on va dire que ce soir on a fait un carton plein, puisque nous avons on va dire notre noyau dur, avec Evita Chevry, que je n'ai plus à présenter, et qui est avocate. Nous avons à ses côtés Michel Mado, qui a sa place privilégiée, il est enseignant. Et puis, nous avons Samuel Damo, qui est chef d'entreprise, avec nous ce soir. Et de l'autre côté du plateau, nous avons un homme que vous connaissez bien, qui a beaucoup milité, qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup sillonné les rues de la Guadeloupe. Un homme qui est au cœur de l'école, quoique retraité aujourd'hui, mais il s'intéresse à cette question, il continue à militer. Je veux parler de René Beauchamp. Nous avons Raphaël Spéronel, bien sûr, psychologue, et puis le président de la FAPEG, Michel Gédéon. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà donc un sujet fort intéressant, un sujet qui est au cœur des débats aujourd'hui et où on entend beaucoup de choses se disent. Nous avons des enseignants sur ce plateau, c'est très bien. Nous avons le représentant des associations de parents d'élèves et bien sûr avec un psychologue et un chef d'entreprise, puisque nous parlerons aussi de la formation. Est-ce que les formations aujourd'hui sont adaptées aux besoins du territoire? Est-ce que les formations que nos jeunes préparent ici sont adaptées? Est-ce que les entreprises se retrouvent à travers les propositions? On le saura tout à l'heure avec Samuel Damo. Alors, comme à l'accoutumée, on va essayer de donner une définition de l'école. Alors, c'est vrai que nous trouvons des définitions toutes faites au niveau du Larousse, etc. Mais sortons de tout cela et je vous poserai la première question. Pour vous, c'est quoi l'école? Ne revenez pas dans votre Larousse, etc. Mais dites-nous, pour vous, c'est quoi l'école? Et je débuterai par Samuel. Bonsoir Edith. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus à même de parler de l'école que moi, genre mon ami Beauchamp. Pour moi, l'école, si en un mot, ce serait quelque part l'antichambre de la vie. C'est ce qui vous prépare à affronter la vie sur tous les plans. Et c'est où on passe, si vous voulez, les premières années de sa vie, parce que ce sont ces périodes-là qui sont quand même formatrices. Donc pour moi, c'est quelque part l'antichambre de la vie. S'il fallait définir l'école en un mot, c'est ce que je dirais. L'antichambre de la vie, je retiens. Evita. Alors l'école pourquoi? Ce qui est important, il me semble, c'est de rappeler toujours que l'école, ce n'est pas seulement un lieu où on emmagasine de la connaissance, mais c'est un lieu qui a pour but de créer et de faire émerger des futurs citoyens, c'est-à-dire des gens qui pensent, qui arrivent à penser par eux-mêmes. Et c'est ça le grand hic du système de toute façon français, c'est puisque les chiffres sont là, il y a encore une enquête, l'enquête PISA, qui le dit d'ailleurs, puisque la France est en position très très moyenne, mais on dit surtout ils ont noté que justement les petits Français, puisque c'est sur des enfants de 15 ans,
oui, ils emmagasinent beaucoup de connaissances, mais ils sont incapables comment dirais-je, d'analyser et surtout d'adapter à la vie leurs connaissances. Et c'est ça la grande faiblesse déjà du système français. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des enseignants qui pourront nous dire comment ça se passe en Guadeloupe, mais c'est surtout ça qui me paraît important, penser par soi-même. Or, on est dans un contexte qui n'est pas le contexte français. Là encore, il y a beaucoup de questions qui vont devoir être posées, puisque penser par soi-même, penser librement, comment le faire dans la société guadeloupéenne, alors que par rapport à notre rapport avec la France. Michel, oui. C'est quoi l'école? Quelle définition donner à l'école? Très, très simplement, c'est censé être un temple, on va dire, où on peut, un temple où on doit trouver l'instruction, la formation et l'éducation, très simplement. Tu vois, on ne dit pas prendre le Larousse, mais pour nous parler clairement et définition à l'école, pour moi c'est ça, instruction, formation, éducation, et qui est censé être ton partenaire et on temple, parce que pourquoi le mot temple, c'est plus pour les valeurs que cela représente. Après, il n'y a pas de dogmatisme, mais c'est plutôt pour les valeurs que cela représente. D'accord, c'est un temple. Voilà. On trouve l'instruction, la formation. Voilà. Ouais. Bon, on va développer tout ça tout à l'heure. René. Dans toutes les sociétés, l'école c'est le moyen que se donnent les hommes qui vivent dans ces sociétés, qu'elles soient les sociétés primitives d'ailleurs ou les sociétés développées que nous connaissons, etc., pour pouvoir transmettre à la fois des savoirs, pour pouvoir transmettre la culture et pour pouvoir transmettre l'histoire du groupe aussi. Et l'école telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un lieu. Ce n'est pas obligé d'être un lieu. Dans les sociétés primitives, ce n'était pas un lieu. C'était un espace qui était vivant. L'école, c'est un lieu où, justement, actuellement, c'est un lieu où, à la fois, tous ces savoirs-là, ces savoirs liés à l'éducation. L'éducation, pour moi, c'est lié à la transmission de l'histoire, de la culture, etc. L'enseignement des savoirs et la formation des hommes, c'est là où ça se fait. Et l'école, c'est, alors je le disais, un temple. Mais l'école, c'est un lieu particulier où des hommes, des adultes et des jeunes vivent et où ils doivent vivre en communauté avec ses règles et avec ses moyens de fonctionnement et autres, mais toujours en phase avec l'environnement et la réalité sociale qu'il y a autour d'elle. Voilà. D'accord. Bon, Raphaël. Dur. Alors, pour moi, c'est pas un temple, l'école, quand même. Je n'ai pas du tout... non, il n'y a rien de déposé, de sacré. C'est une machinerie. Et cette machinerie, son objectif, c'est la socialisation de l'esprit, pour permettre d'acquérir, effectivement, des savoirs universels ou pas universels, mais donner accès à la pensée, au développement de la pensée. Et donc, cette socialisation de l'esprit, des processus de pensée, permettent secondairement, donc à travers l'instruction, d'accéder à des connaissances, d'accéder à une verticalité, d'accéder à des savoirs partagés ou pas partagés, qui font la spécificité de l'humain. Et ce n'est pas nécessairement effectivement dans un lieu bien précis, c'est une fonction sociale de mise en place, donc de tous les éléments qui permettent de donner à l'esprit sa vraie valeur, sa vraie dimension en termes de développement de l'humanité, de l'humaine condition. D'accord. Oui, moi je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je pense que l'école aujourd'hui en Guadeloupe, c'est un espace de reproduction sociale. Parce que cette école-là, quand on regarde bien son fonctionnement, c'est une école quelque part qui permet la reproduction de l'élite. C'est un peu l'image de l'entonnoir. Au début, il y a beaucoup qui rentrent à l'école et en fin de compte, à la sortie, ils sont très peu à sortir avec un diplôme. Ça, c'est la réalité, c'est cette école-là, celle-là qui existe aujourd'hui en Guadeloupe. C'est vrai que l'école... Très peu à sortir avec un diplôme. Absolument, avec un diplôme, avec des connaissances, avec surtout l'esprit critique. Parce que cette école-là, aujourd'hui, ne développe pas l'esprit critique.
on est en train aujourd'hui quelque part d'endormir les consciences et on le voit à travers les programmes. Et là, on doit s'interroger sur le rôle aujourd'hui de l'école. C'est une réflexion qui existe depuis des années avec d'autres. Je crois que là, nous avons en tout cas, c'est un chantier important et il faut effectivement qu'il y ait des réflexions. Nous avons tendance, je pense même les associations de parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, à faire l'économie de cette réflexion-là. Je crois que c'est bien, les gens vont à l'école pour recevoir un savoir, pour effectivement avoir des connaissances, mais l'école sert quelque chose. L'école vit dans une société donnée. Et je le dis tout le temps, c'est pas une école qui est en suspension. Donc j'entends parler de temple. C'est vrai que pendant longtemps, on considérait l'école comme un espace fermé, où rien ne rentrait. On était à l'abri de tout. Aujourd'hui, cette école, elle est ouverte. Elle est justement ouverte à tous les maux de la société. On ne peut pas penser l'école, on ne peut pas réfléchir l'école si on ne pense pas la société dans sa globalité. Est-ce qu'on parle là d'école en Guadeloupe ou est-ce qu'on parle de manière générale? On parle de l'école en général ou on a précisé la Guadeloupe? Et tout a été dit, mais il y a un peu des deux, mais je parle de le concept école même. Moi, je parle du concept d'école. Je ne parlais pas de l'UE, qu'on soit d'accord. Je parle de concept d'école qui relie l'instruction, la formation et l'éducation. Et ça, c'est la base. Et forcément, il faut y en adéquation, il faut en immersion, il faut être cohérent avec ça, nous, quand même. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que la vraie question ce soir, et on entrera de plein pied là-dedans, c'est vrai quel est le rôle de l'école, mais nous allons axer sur le fait que depuis quelques années, on dit que l'école n'est pas adaptée à nos enfants. Cette école ne correspond pas du tout à ce qu'il faudrait à nos enfants pour qu'ils puissent réussir, pour qu'ils puissent être armés dans le milieu professionnel et surtout qu'ils puissent avoir des diplômes et pouvoir être prêts pour affronter la vie. Alors, une école purement guadeloupéenne, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'il faut l'adapter parce que nous sommes dans un milieu créolophone, donc les enfants ont plus de mal, par exemple, à utiliser la langue française, les enfants ne comprennent pas toujours ce qui est dit. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui se disent au niveau de l'école. Alors, avant toute chose, c'est vrai, quel est le rôle de l'école ? Qui peut répondre? Quel est le rôle de l'école? Il y a une première chose que je voulais dire quand même. Le rôle de l'école à l'heure actuelle, c'est le rôle que les responsables politiques lui donnent en fonction des sociétés dans lesquelles elles sont. Ça, il faut être clair là-dessus. L'école en Guadeloupe, il y avait une école qui n'était pas adaptée avant, et qui, aujourd'hui, ne joue pas adaptée. L'école en Guadeloupe n'est pas adaptée depuis à l'époque. Depuis le départ. C'était l'école française qui avait été appliquée ici, mais dans un contexte bien particulier qui était celui de l'assimilation, où était niée la réalité de la langue créole, qui était considérée comme une langue de sauvage qu'il ne fallait pas parler, qui était interdite à l'école, où on n'avait pas les éléments de la culture. D'ailleurs, on ne considérait même pas qu'il y avait une culture guadeloupéenne. Pour pouvoir assimiler, il fallait qu'on soit adapté, qu'on soit intégré dans la culture française. C'était ça. C'était essentiellement ça, le rôle de l'école. Et le rôle de l'école, à un moment donné, c'était de former un certain nombre de cadres, mais pour permettre de mettre en place une administration sur place. À l'époque, là, on votait nos certificats d'études, on travaillait secrétaire de mairie, etc. On travaillait tous ces côtés-là, ça. C'était juste la base et l'essentiel. Bon. Il y a eu toujours échec de l'école. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours une masse d'enfants créolophones qui ont été rejetés par l'école. C'est une minorité qui passait de l'école. Ça a toujours été comme ça. Bon, à l'époque.
Donc, ce qui masquait cet échec-là, c'est que ce n'était pas accompagné d'un échec social dans la mesure où mon père travaille en canne, à l'usine, etc., à cas artisan, etc. C'est ça qui a masqué l'échec-là, ça. À l'heure actuelle, on parle de même situation-là, et l'échec-là de plus en plus visible, puisque, si vous regardez, l'école-là qui est actuellement là, même si il progressait dans un certain nombre de domaines, puisqu'il peut admettre l'existence en langue créole, il prend certains éléments de l'histoire de la Guadeloupe qu'il a enseigné, même s'il n'a pas enseigné l'histoire de la Guadeloupe, mais certains éléments, etc. Il prend un certain nombre d'habitants sous la pression des luttes qui étaient posées problème à mettre l'école là en face de la réalité à Guadeloupe. Vous êtes d'accord avec ça? Que l'école n'a jamais été adaptée et que bon, mais non, il y avait échec dès le début. L'échec était massif, ça a toujours été massif. Il ne faut pas oublier déjà, souvent on l'a oublié que le lycée était payant. Il y a une période où le lycée était payant déjà. Donc, il fallait déjà avoir des parents qui avaient les moyens ou être boursiers. Donc déjà, il y avait la barrière financière. Bon, c'est vrai aussi que cette école-là a produit, comme tu viens de le dire, elle a produit effectivement une certaine élite qui a réussi brillamment, qui a fait les grandes écoles. Absolument. Et tout ça, dont on parle beaucoup. Mais on oublie toute cette masse d'enfants qui n'ont pas réussi et puis et qui ont été sauvés souvent certains par des enseignants qui s'étaient donné mission. À l'époque les enseignants s'étaient donné mission de faire l'enfant qui était dans une case en terre battue devenir magistrat ou autre. Alors attention, c'était un combat aussi au sein de l'enseignement des enseignants. Oui. Non, il est clair, pour reprendre ce que disait M. Gédéon, que la mission première de l'école, ça date de Napoléon, c'était de produire des commis de l'État pour reproduire effectivement intégralement le système. Et des études très anciennes, je me rappelle, toutes les études Bourdieu passeront, ça vous dit rien parce que vous êtes une jeune génération, mais pour les gens comme moi. Bourdieu, mais Vita, t'es toute jeune. Bon, on avait pris pour reprendre ce que dit M. Gédéon, on avait pris des cohortes de 100 ou 1000 enfants en cours préparatoire et on savait combien allaient arriver au bac, et une fois, etc., combien avoir des diplômes, combien allaient faire des grandes écoles, etc. Et on retrouvait effectivement à l'arrivée ce qu'on avait déjà au départ, c'est-à-dire une transmission quasiment intégrale de classe sociale. Donc l'école fonctionne sur un système d'écrémage, c'est-à-dire qu'on part à 100, c'est ce que tu as dit, hein. Et puis ça, plus on monte, plus on élimine. Non. Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce qui a été dit tout à l'heure, que c'est un espace de reproduction de l'élite. Mais actuellement, le système français lui-même, la France est championne. L'école française est championne des inégalités. Et justement, pour reprendre Pierre Bourdieu, Bourdieu dit que pourquoi c'est l'élite qui réussit? Ceux qui ont hérité d'une famille, qui sont dans une famille bourgeoise et autres, ils ont hérité de ce que Bourdieu appelait le capital culturel, hérité. Donc ils sont déjà dans un milieu où on écoute de la musique classique, Oui, mais Bourdieu, il parle de schème social. Non, mais c'est ça. Bourdieu parle de schème social et quelque part, quand on entend, quand on lit Bourdieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si vous appartenez à un schème social, mais vous avez plus de facilité. Mais non, mais il explique. Et puis il parle des capitaux, etc. Non, mais Bourdieu l'explique, comme il dit aussi, il y a ceux qui n'ont peut-être pas la culture, mais comme ils ont un peu de moyens, ils qu'on appelle les capitaux. Hein? Alors bien sûr, non, mais il y a un jeu, pervers. Je veux dire, le système français est tellement inégalitaire que dans la mesure où nous sommes dans le système français, de toute façon, je ne vois pas comment, si on peut le faire. Et c'est ça qu'on attend des enseignants, ces propositions pour justement compenser les inégalités. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, puisque vous êtes Guadeloupéen, oui, l'école n'est pas adaptée, l'école n'a jamais été adaptée. Qu'entendez-vous par là quand vous parlez d'adaptation de l'école? C'est-à-dire l'école n'a jamais été le reflet, si je veux, de la société, de la culture guadeloupéenne. L'éducation n'était pas une éducation à une citoyenneté guadeloupéenne, tenant compte de son environnement, son histoire, sa culture. C'était une éducation qu'on peut appeler éducation hors sol. C'était devenir ou bien la copie
du citoyen français ou bien la photocopie du citoyen français, voilà comme tu veux. Et ça, effectivement, c'était déjà que le système français en lui-même est un système qui reproduit les classes sociales en France. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Toutes les récentes études ont montré encore que c'est le système qui reproduit, le système au monde qui reproduit le plus les classes sociales existantes. Mais nous, en Guadeloupe, on avait non seulement les classes sociales, mais on avait le supplément colonial avec. Ça signifie que, en réalité, ça ne veut pas dire que les enfants de milieux défavorisés ne peuvent pas réussir. Donc souvent, les maîtres disaient à l'époque, t'as là nous que sauver parce qu'il paie. Et t'as là qui ne paie pas après ça, avec tout le coyote qui dire que là. Et effectivement, il y a des enfants de milieux défavorisés qui ont réussi parce qu'ils ont développé eux-mêmes par leur alors que parfois leur père et leur mère ne savaient ni lire ni écrire, une capacité de mémorisation, une capacité intellectuelle qui leur a permis de réussir. Oui, mais il ne faut pas oublier le rôle des enseignants. Avec l'encadrement des enseignants qui ont vu chez eux des gens qui avaient les possibilités de réussir et qui les ont formés pour réussir. Alors, sur cette question. Moi, ce que je dis, je vais choquer. Imaginons, pour moi, l'école n'aurait pas pu prendre en compte ni la culture guadeloupéenne, voilà, pas du tout, puisque l'école en elle-même, c'est un lieu de formatage. Ouais. Imaginons une société dans laquelle il n'y a pas d'école, c'est-à-dire chaque parent aurait été libre d'éduquer son enfant. Ça vous aurait fait vraiment des esprits trop libres. Donc je pense que la personne qui a inventé l'école, c'est exactement ce qu'elle fait entrer dans la tête de chacun. Donc ça vous donne, et l'école, lorsqu'on parle de l'école, c'est pas seulement l'école primaire, même les grandes écoles aujourd'hui, beaucoup de présidents parlaient d'arrêter l'ENA parce qu'on a vu que ça construisait une certaine forme d'esprit. Tous les énarques se ressemblent. Alors pourtant ce sont des hommes différents. Donc moi j'ai envie de dire que je ne sais même pas l'origine, c'est pour ça que je dis que je vais choquer si l'école était quelque chose de vraiment bien pour la société. Parce qu'on aurait pu former nos enfants à autre chose. La lecture, quand un enfant... Déjà, l'école vous fait un programme de lecture. Il y a des choses que vous allez lire, des choses où, si vous voulez, vous devez être beaucoup plus, j'ai envie de dire, il faut aller chercher. C'est-à-dire, on ne vous porte pas cette lecture-là. Donc, beaucoup d'enfants apprennent exactement ce qu'on leur a appris. Et ça fait des gens qui ont presque le complexe de Fischer, qui seront bons. Parce qu'on apprend plein de choses à l'école en mathématiques, parfois lorsqu'on arrive dans la vie, dans la vraie vie, on ne sait pas les appliquer. Donc ça veut dire qu'on a perdu du temps à rester là, à rester dans ce monde-là. Donc l'école n'est pas une aussi bonne chose que ça, j'ai envie de dire. C'est un lieu de formatage, c'est le premier lieu de formatage. Et beaucoup de psychologues disent justement qu'on ne nous a pas appris à apprendre. On nous a fait apprendre des choses, mais il fallait apprendre à apprendre. Donc nous sommes des produits de l'État au service de l'État. Absolument, absolument. Alors peut-être même que ceux qui dirigent aujourd'hui, qui sont à la tête de l'État, ne le savent pas parce qu'ils sont quelque part pris dans le moule. Parce que c'est une sorte de fabrication sans fin, ad libitum. Donc s'il faut aller il faut aller très très loin dans cette pensée-là. Je pense qu'au départ, l'école n'a pas été faite pour ce qu'on croit. C'est comme le conservatoire après la guerre, eh bien, on a voulu il fallait créer des artistes parce qu'il n'y avait pas d'artistes du tout. Donc il fallait créer un moule artiste, il fallait créer des musiciens pour que la musique vive. Donc ce sont des lieux où on vous formate. L'école n'est pas autre chose que ça. Alors c'est vrai que lorsqu'elle est faite sur le plan national et les programmes sont écrits sur le plan national, c'est difficilement qu'on va vous donner une place à la culture guadeloupéenne ou martiniquaise ou voilà, quelle qu'elle soit. Non, mais alors oui. Michel et ensuite Michel. Oui, qui laisse Michel. Oui et non parce que en même temps, en 50 ans, ni un l'hôpital qui changeait. C'est-à-dire que nous pouvons admettre que l'école là était un lieu de formatage, nous pouvons admettre qu'elle était au service d'une certaine volonté d'assimilation, d'aliénation, j'en oublie crier. Mais en 50 ans, il y a quand même des choses qui ont changé parce que ni des professeurs qui fait petite. Ces petites là même fait petite et je dis nous va trouver nous dans l'école il y avait des gens qui a goumé pour une identité guadeloupéenne dans l'école Guadeloupe. Donc on peut pas quand même et casser tout le travail que j'ai fait depuis au moins 50 ans et bonne René était là ils savent bien qui travaille au fait mais en fait aujourd'hui là et Tambour entre dans l'école Guadeloupe. Goka entre dans l'école Guadeloupe. Je dis là, ni des enseignants qui prennent des libertés pour apprendre l'histoire à pays là et
même sur des pans bien précis de l'enseignement, qui peut être la traite transatlantique, la traite négrière, il y a des enseignants qui, selon leur sensibilité, selon leur profondeur en termes de sentiments guadeloupéens d'identité, s'engagent sur des enseignements qui sont très solides pour après fournir des bases à ces Guadeloupéens-là. Et ça, donc, Michel, on peut arrêter là l'émission et dire et répondre tout de suite et dire que l'école est adaptée à nos enfants. Non, à pas ça en radio, parce que si vous n'avez qu'à faire ça là, il y aura donc résistance. Oui, il y aura donc minorité. Ça très clair, il y a minoritaire, il y aura donc résistance. Aussi bien en littérature et le fameux éveil de l'esprit critique, tu vois, l'esprit critique, c'est quelque chose vers quoi on milite pour cela. Maintenant, tout le monde ne l'a pas, tout le monde ne se bat pas pour ça, mais il y a une poignée quand même qui se battent pour ça, et après, c'est de généraliser le truc. Donc, l'école a quand même changé, enfin, l'école en Guadeloupe a quand même changé. Maintenant, il y a des opérations structurelles qui doivent se faire. Et là, c'est assis ça, peut-être qu'il y a des bitains qui société là en bouleverse, société là changer des bitains, nous pas vigilants assis ça. Ça peut être les rythmes scolaires, ça peut être les programmes, on gère, même si l'État français par rapport à nos souplesses là, que nous t'es venu là, mais nous avons liberté en tant qu'individu, en tant qu'enseignant aussi pour mes petits nous. Mais après, c'est dans le cadre aussi, il faut qu'on puisse se donner les moyens de rendre l'école optimale, quoi, en Guadeloupe. Et là, c'est un autre problème. Bon, mais. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Il n'est pas question de dire qu'on va brûler l'école. Cette école, l'école qui existe aujourd'hui. C'est pas ça. Simplement, il faut, en tout cas, améliorer cette école énormément. Parce que quand on regarde bien cette école, il y a 3 types d'élèves. Il y a ceux qui sont en difficulté. L'école ne correspond pas, en tout cas, à ces élèves-là. Vous avez des enfants qui, effectivement, arrivent à l'école avec des connaissances, qui vivent dans un milieu social favorisé, et ces enfants-là sont perdus à l'école, s'ennuient, parce qu'ils n'ont pas la réponse, parce qu'on ne peut pas les accompagner. Et vous avez, enfin, nous avons ceux qui sont au milieu, les élèves moyens. Aujourd'hui, cette école est plus ou moins adaptée à ces élèves moyens. Ce sont ceux qui sont là. Parce qu'on n'a pas le temps, justement, de s'occuper de ceux qui sont en difficulté. On n'a pas le temps de s'occuper non plus de ceux qui sont en avance. On s'occupe de ceux qui sont effectivement au milieu. Il y a cette question-là. Maintenant, quand on dit qu'il faut changer l'école, il faut réfléchir à une autre école, il faut aussi voir la question, notamment, de l'enseignement. Je prends le cas, en Guadeloupe aujourd'hui, de l'enseignement des langues étrangères. Moi, j'ai eu la chance de faire des études hors de France, dans une langue étrangère. Et j'ai vu qu'on pouvait, en tout cas, enseigner rapidement et maîtriser rapidement des langues étrangères. Aujourd'hui, vous prenez un collégien qui rentre en 6e, qui commence à apprendre l'anglais. Aujourd'hui, même avant d'ailleurs. Dès le 1er degré, on commence à apprendre l'anglais, une langue étrangère. Ces enfants-là quittent le système scolaire. Ils ne savent toujours pas dialoguer, échanger, parler une langue étrangère. Ça pose un problème. On est obligé de s'intéresser justement sur l'enseignement des langues étrangères. Et c'est pareil. Vous prenez l'histoire. On enseigne aujourd'hui l'histoire aux enfants. Cette histoire est déconnectée du contexte. On vous dit, voilà, la Révolution française. Cette Révolution française, bizarrement, d'un seul coup, 1789. On vous lance une date, 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Mais à aucun moment, on vous explique pas qu'il y a eu d'autres révolutions, qu'il y a eu effectivement une société, il y a eu des contradictions dans la société française. On ne vous explique pas ce qui se passait au niveau mondial, dans quel contexte qu'on évoluait. Donc l'enfant sort effectivement avec des brides de savoir. Mais il n'y a aucune cohérence dans l'apprentissage, dans ces savoirs-là. Et c'est pareil pour n'importe. On étudie un auteur en littérature. Je ne sais pas, disons Shakespeare. Vous étudiez des œuvres de Shakespeare, vous venez, vous connaissez Shakespeare. Mais à aucun moment on nous expliquera dans quel siècle Shakespeare a pu produire justement ces œuvres-là. Donc là, vous mettez en cause C'était lié à quoi? Vous mettez en cause Je ne mets pas en cause les enseignants. Ce ne sont pas les enseignants qui produisent les programmes. C'est au niveau national français qu'on produit des programmes.
Donc, ce que nous disons, et quand nous disons qu'il faut une autre école, nous disons simplement qu'il faut une école qui est adaptée à une réalité. Une école qui aura une cohérence. Cette école-là, aujourd'hui, elle n'est pas cohérente. Elle n'est pas cohérente. Pareil que les mathématiques. Parfois, on peut se poser la question, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi on étudie les maths? Pourquoi on étudie, je ne sais pas, telle matière? Parce qu'à aucun moment, on a expliqué à l'enfant qu'il y avait un lien, par exemple, avec la vie réelle. Quand vous mettez ces matières, vous montrez à l'enfant qu'il y a un lien avec la réalité des choses, là, on commence à comprendre, on commence à aimer. Pour apprendre, il faut aimer. Et on le voit. L'enfant qui aime, et ça c'est un acte important dans l'éducation, l'enfant qui aime l'enseignant apprend très vite. Et souvent, vous entendez des enfants qui disent « j'aime pas l'enseignant ». Et quand l'enfant commence à dire « j'aime pas l'enseignant », c'est très mauvais pour l'apprentissage. Et c'est pour cette raison qu'il est important, aujourd'hui, dès la maternelle, d'avoir des enseignants qui comprennent le milieu dans lequel nous vivons. Il faut le dire, on a tendance aujourd'hui à voir au niveau de la maternelle des enseignants qui sont déconnectés de la réalité guadeloupéenne. Il y a une réalité guadeloupéenne. À ce moment-là, il y a des choses à apprendre à l'enfant. Il faut parler le langage de l'enfant pour pouvoir transmettre. Donc là, on parle quand même des enseignants. Là, non, il faut qu'on soit clair sur un certain nombre de choses. Hein. Quand vous regardez le système éducatif en Guadeloupe, je vais rester sur le système éducatif en Guadeloupe. Le système éducatif en Guadeloupe permet d'avoir des gens qui effectivement réussissent à des examens, etc. Mais la grosse masse de ces enfants-là sont en situation d'échec, ou bien d'échec scolaire, ou bien d'échec par rapport à la qualité même des diplômes et de les formations qu'on leur a données et qui ne leur permettent pas de s'intégrer socialement. Mais le pire, parce qu'il faut regarder quand même les choses en face, hein, l'école en Guadeloupe, l'école telle que nous la connaissons là, 100%, ça existe depuis avant 1946, avant même 1946, etc. L'école pour 100%. Pourtant, ça a sécurité en Guadeloupe, 20% d'illettrés. Il y a un véritable problème. Si on regarde l'échec scolaire en Guadeloupe. L'échec, c'est général. Ça commence dès la maternelle. C'est-à-dire que l'échec commence par l'accueil même de l'enfant. Je suis d'accord quand il disait, avec un certain nombre de choses comme Michel disait. L'accueil de l'enfant, ça veut dire le prendre l'enfant tel qu'il est dans son déjà là. C'est-à-dire à partir de ce qu'il connaît, qu'il a appris chez lui. Et à partir de ce déjà-là, par le ludique et autres, construire les apprentissages avec lui. Mais toujours construire les apprentissages de manière ludique. Parce qu'à cet âge-là, c'est comme ça qu'il entre là-dedans. Ça rentre dans un programme individualisé. Développer, pas obligatoirement individualisé, ça se fait en groupe. Développer chez l'enfant l'appétence, l'envie d'apprendre. Mais l'envie d'apprendre, on ne peut le développer chez l'enfant à cet âge-là que par le ludique. Et pas par, on va l'assommer de connaissances. Si depuis le départ, vous ne comprenez pas le langage de l'enfant, comment vous faites pour développer son langage? C'est là, c'est partir du déjà là de l'enfant, développer ses capacités langagières. Et ça, c'est le travail de l'école, mais c'est aussi le travail des parents. C'est-à-dire qu'il y a une coéducation à instaurer de telle façon que le parent sache que lui aussi, il a un rôle à jouer, qui n'est pas le même rôle que l'école. Mais par exemple, quand on prend le cas de la maternelle, quelle que soit la langue que parle l'enfant, l'apprendre à parler, mais de manière construite. Construire une phrase. Et pas parler bénier. Ça, c'est important, c'est fondamental pour développer ses capacités langagières. Deuxièmement, l'aider et aider l'école, tout simplement, par tout ce que le parent fait et fait avec l'enfant. La maman qui fait la cuisine, le papa qui fait... Elle le fait avec l'enfant, c'est-à-dire toujours impliquer l'enfant dans les activités pour l'aider à développer son... Mais bien sûr, ce n'est pas un problème de temps. Tous les parents peuvent le faire parce que ce n'est pas un problème de connaissance particulière. Donc,
Le premier problème, c'est l'accueil en maternelle. Parce qu'on constate, il ne faut pas oublier une chose, que quand on accueille les enfants en maternelle, on veut les faire rentrer dans le français standard. Mais ça se construit, l'enfant n'a pas du jour au lendemain le français standard, selon son niveau de connaissance à ce niveau-là, son niveau langagier, etc., il donne de manière différente. Or, au bout du cycle de la maternelle, qui est de 3 années, il faut pouvoir l'amener à avoir toutes les compétences, que ce soit en lecture, en écriture ou en calcul, pour qu'il puisse entrer véritablement dans le compter, l'écrit, l'écriture et le langage. C'est fondamental. Or, c'est là où se trouve le premier échec, parce que les enfants qu'on dit en échec en maternelle, parce que là, à ce moment-là, c'est pas l'échec de l'enfant, c'est l'échec du système. L'enfant dit en échec en maternelle, malgré tous les trucs de remédiation dont on parle, etc., vous allez constater que la remédiation n'opère pratiquement pas, ou très peu, et que l'enfant, l'échec ne fait que s'agrandir. Mais au stade où nous sommes... Donc il faut commencer par la maternelle. Au stade où nous sommes, nous regardons ensemble un micro-trottoir qui a été réalisé et nous verrons un petit peu ce que les Guadeloupéens pensent et ensuite nous reviendrons avec vous sur ces questions-là. Et ce soir, je me rends compte que vous êtes quand même d'accord sur le sujet. Nous n'avons pas une école adaptée à nos enfants. C'est bien cela. Il y a un problème d'ancrage. Il y a un problème d'ancrage qui se révèle déjà chez les tout-petits. Après, il se confirme chez les enfants, chez les ados. Le même problème d'ancrage, après, prend une autre forme, qui est quand on aborde l'orientation même du gamin, c'est-à-dire ce vers quoi il tend. Et après, ce problème d'ancrage encore, là, il est fatal. C'est quand on arrive dans la formation du gamin. Le gamin, soit il est à la rue parce qu'il n'a pas le bon diplôme, ou son diplôme est peut-être sous-évalué, ou encore, si vous gagnez un diplôme, mais quelqu'un fait, ou encore, bon, mais oui, il y a fouillole parce que Olympia et d'autres. Là, on a vraiment, il y a un problème d'ancrage, je pense, mais et surtout le cycle, surtout le parcours du petit Guadeloupéen. D'accord. Ce que je voudrais ajouter et qu'il dit, qui est très très bien, en dehors, quand il parle d'enseignement, de l'échec de l'enseignement, il y a autant d'enfants, ce qui est paradoxal, qui n'ont pas le niveau et qui échouent depuis la maternelle. Mais il y a des enfants qui ont un très très bon niveau, qui ont un bon QI, d'après ce qu'on dit, et qui sont aussi désintéressés par la chose scolaire. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment il faut se poser une question. Donc dans les pays, j'ai envie de dire, en Norvège et dans ces pays-là, on laisse beaucoup les enfants faire d'abord ce qu'ils veulent. On les regarde, c'est-à-dire on ne les formate pas dès le départ, on regarde ce que l'enfant peut produire et après on peut. Mais c'est vrai qu'un enseignement général où on prend on n'est pas fait en série de toutes les manières. Donc, oui, forcément. C'est bien ce que Samuel dit, parce que en fait tout à l'heure on a parlé de l'école, on parle là. Quand tu parlais de l'école française. Voilà, c'est quand même très important. Et il y a une chose qui est très importante qui a été dite, et que d'ailleurs les plus grands pédagogues ne cessent de répéter. Il faut le plaisir d'apprendre et le plaisir d'enseigner. Il faut que ces deux plaisirs se rencontrent. Et la deuxième chose fondamentale qui a été dite, parce que moi je crois, ça fait des années que je me bats pour ça, je pense que moi, tout se joue à la maternelle. Le premier contact. Absolument. Là, on est tout à fait d'accord, puisque moi j'ai une famille d'enseignants. Donc j'ai toujours entendu parler de ça. Je peux vous assurer qu'en fait, il y a un vrai problème actuellement, c'est ça. C'est que l'enfant qui arrive et qui n'est pas d'un milieu dit favorisé, il se retrouve avec des enseignants qui ne comprennent pas ce qu'il dit. Et donc, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ben non. Ben oui. Parce que combien d'enfants parlent une langue un peu mi-créole, une espèce de... Un français à connotation très culturelle. Voilà, un français à connotation, voilà. Ben oui, ils ne comprennent pas, comment voulez-vous? Alors, quand vous dites tout le monde Guadeloupe pas comment ça dit. Non, c'est enfin avec nous précis à ça. D'après ça on comprenait. Nous parlons français à Casanou, qui sont parlés français où parfois les mots pas ni les mêmes sens. Français créole, évidemment. Non, pas nécessairement français créole. Pas ni les mêmes sens, si vous voulez. L'ordre français qu'a employé
Parce que ça arrive souvent d'ailleurs, on va parler français. Bon, français, et puis il dit, mais qu'est-ce que vous avez dit? Parce qu'il ne pas comprendre encore aussi. Mais ça arrive encore pour les adultes. Et ça arrivé souvent, ni trois langues, on va dire, ni langue créole, ni en français guadeloupéen, qui effectivement cachaillait avec connotation culturelle haute créole. Et ni ça, qui est le français standard qui est enseigné à l'école. Le problème à Timoun là, c'est d'arriver au français standard. Pour y réussir l'école, s'il n'est pas arrivé au français standard, il y a des difficultés énormes à réussir l'école. Mais l'enseignant qui ne comprend pas, ce qui non, mais c'est ce qui vient d'être dit, il y a un problème. Il y a un problème qui se passe à la maternelle. C'est tout le problème là quand l'oreillette. Parce que l'oreillette, c'est un précurseur à niveau là, ça. Que l'oreillette comprenne très bien. Et c'est pour ça qu'il a traité de fou. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était tout seul Kagoumé et toute l'institution, aussi bien syndicale qui haute, était dans la ligne officielle et il a préféré traiter des fous qui étaient examiner réellement le problème là. Et l'oreillette t'a dit, l'oreillette pas t'a parlé d'enseignants créole, mais l'oreillette t'a dit que l'utilisation à la langue créole dans l'enseignement, c'est plus qu'il est nécessaire. Et effectivement, nous, à l'école à l'oreillette au départ, c'était l'école des bois ballants. C'est-à-dire au départ où tu es cabine. J'aimerais quand même revenir sur ça. L'enseignant qui ne comprend pas ce que l'enfant dit, c'est un enseignant guadeloupéen? Non. Alors, il faut savoir que l'enseignant qui ne comprend pas parfois souvent ce que l'enfant dit, c'est un enseignant qui n'a pas de contact avec la culture guadeloupéenne, qui ne connaît pas la culture guadeloupéenne, mais ça peut arriver aussi que ce soit des enseignants, que ce soit un enseignant guadeloupéen. Et ils ont pensé réellement que ça significatif au point qu'il y a tellement d'enseignants qui ne peuvent pas comprendre ça, nous a dit. Alors, ça qui est, c'est que nous avons parlé Michel, nous avons parlé de maternelle. La maternelle. En maternelle, ça nécessaire de comprendre ça Timoun Lagadi, parce que Timoun Lagadi avait déjà la. C'est-à-dire que normalement, si on peut partager déjà là, on peut comprendre. Par exemple, si il a dit on butin, si à partir de on butin, il dit on phase, il n'est pas bon aux réponses. Faut comprendre que la réponse là avait dit. Sinon, on peut dire non, c'est pas ça. On va mettre tout de suite à il a trouvé tout de suite à une situation. Bon, il dit ça une fois, mais il peut dire ça deux fois parce que bon, je dis pas ça, etc. Sur le plateau? Moi non, moi seul butin, faut nous bien précis pour pas ni pour ambiguïté, c'est-à-dire que ça va dépendre et de qui catégorie à élèves, de qui catégorie à famille aussi et parce que moi pas ça mais comme on peut préciser que c'est le maternel alors là son niveau moi pas expert à niveau là ça pas si à part que si nous levé mais on veut dire on peut penser quand même une des Guadeloupéens qui suffisamment armé et qui connecté et qui ancré un pays là pour ça donc après peut-être même on pas qu'à voir ça comme un problème majeur qu'on doit et c'est peut-être là un petit peu enfin là on va parler des problèmes là on va parler qu'on problème majeur à tel point mais on dit ça son problème important c'est un problème important et c'est pour ça que là on voit des responsables syndicaux des responsables syndicaux, moi, a-t-il toujours dit, au niveau de rectorat, que pour enseigner en maternelle, surtout en enseignant qui vient des erreurs, oui, ça me d'accord, c'est ça. Il faut d'abord faire rentrer inhibé dans la culture guadeloupéenne pour comprendre un certain nombre d'habitants. Et on a toujours dit qu'il faut former à ces compréhensions-là, ça. Non, avant, on fait déposer car enseigner en français. On ne va pas jouer. Sinon, aucune idée qui pour quoi. Voilà, c'est ça. Ou non, pas que qui pour quoi avec ces gens-là. Et si mon là, à partir de ce moment-là, ça, petit à petit capé. Il ne va pas aller encore. Bien sûr. Il va pas aller encore. Il y a une distanciation par rapport à l'école. Et c'est là que l'amour, justement, l'amour d'apprendre, commence à se détériorer. Non, mais là-dessus, il ne faut pas, Michel, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut être clair, sans accuser qui que ce soit en arrière-train. Mais oui. Non. L'enseignement, l'essentiel de l'enseignement entre l'école primaire et l'entrée dans les apprentissages codifiés se fait en français. Le code d'accès, la logique, la méthodologie de l'enseignement, c'est en français. Si l'enfant a le moindre problème par rapport au code linguistique, il prie. Il est dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on dit et ce qu'il comprend, pour un tas de raisons, historiques, culturelles, appelle ça comme tu veux, il ne sera pas ensemble, donc il est mal barré. Et il va reproduire ça par la suite.
Après, on a d'autres types d'apprentissage, des mathématiques, l'histoire, la mémoire et tout. Mais pour instrumentaliser ce type d'apprentissage, on commence par le français. Mais attends, Raphaël, non, vous ne pouvez pas d'accord, ça c'est vous, maman. Encore vous expliquez. Que je dis là, en 2019, ou à pas qu'on avant, toute famille qui s'est français, qui s'est créé le team, il y a moins ce problème-là, ça qui à l'époque. Moi, en vérité, aujourd'hui, on connaît un lot camarade, un lot amis, un lot famille qui travaille en petite école et qui panie pas problème à barrière de langue avec les élèves. Donc en fait, il faut pas question d'hypocrisie, c'est-à-dire que nous avons une génération aujourd'hui jour qui peut parler librement avec Timonayo. Donc en fait, nous n'est plus c'est fort. Alors ça on va dire là, peut-être ça t'est valable. Non mais on va juste dire peut-être ni 30 ans, 40 ans dans des petites communes entre guillemets, oui, ça t'est plus flagrant. D'accord, même dans des communes qu'on la pointe ou bien on pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui jour, on peut penser qu'habiter là à Chalviré et c'est pour ça bien poser aux questions là au départ, parce que moi qui travaille, qui c'est en bas là ou ici dedans, on peut jouer que ni l'autre Guadeloupéen qui parle plus français qui blanc français. Donc c'était bien pour ça, bien comprendre quand on a dit. Mais par contre, quand on dit anti l'école, peut-être ça peut arriver qu'il y a dans des petites écoles, ni problème là ça. C'est l'homme qui doit ces élèves là. Si son mouni vient ici donc son chasseur de primes ou autre, pas de problème. Et même si pas chasseur de primes, si pas connecté avec pays là, ça peut arriver. Mais on n'a pas qu'à penser que c'est significatif à point là, en termes de nombre. Non, mais à part ça le problème là qu'a posé, parce que le problème là qu'a posé, c'est choc culturel. Ça d'accord, c'est ça. Et choc culturel, c'est pour ça que nous avons parlé de quand déjà là à Timouna. Et quand déjà là, ça veut dire connaître bien qu'à sociologie et anti-guadeloupéen et partie des réalités et adapter. Non, but qui est pour moi essentiel. C'est qu'en l'école maternelle, on ne peut pas ni échec. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister l'échec. Ça pas ou ça pas exister. Sauf si Timoun là sont Timoun qui nous handicapent. Un problème, voilà, un problème. Mais il pas ni. Tous ces Timoun là qui viennent avec propre banque de données à eux et de connaissances à eux. Et c'est à partir de là qu'on a parti pour faire entrer à donner les approches. Juste de manière très très précise, pour comprendre ça, ce que dit René. Le problème, c'est pas la maîtrise de la langue en tant que telle. Le problème, c'est la maîtrise des codes d'accès à la compréhension. La langue, c'est pas que parler. La langue, c'est aussi un système de représentation. La langue, c'est aussi un système de relations. Et donc, l'enfant peut très bien maîtriser la langue. Et c'est vrai que les Antillais, quand on parle français, moi, j'étais toujours premier. En France, j'ai toujours été le premier en français. Et pour cause, j'ai appris le français comme langue étrangère. Donc je parlais mieux français que les Français. Et en plus, j'habitais en Normandie, je parlais même pas français. Donc bon. Donc le problème, c'est donc les codes d'accès. C'est un peu comme tu vois avec l'informatique. Tu as des gamins qui sont super doués en informatique, en application. Mais quand il y a le moindre problème, oui. Parce qu'ils sont incapables de faire. Parce que sur ce que dit René, qu'est-ce qui va se passer après? C'est pas l'apprentissage en tant que tel, en termes de verticalité, c'est les phénomènes de transfert psychocognitif qui vont se passer et qui vont permettre de passer d'un apprentissage à l'autre. Et si tu maîtrises pas les codes d'accès, tu maîtrises pas la clé de transférabilité pour avancer de manière diagonale. Donc tu restes toujours dans ta pyramide, etc. Et donc tu n'acquiers pas un développement. Tu es bon, tu peux être bon, mais tu as l'usufruit des choses, mais tu n'as pas la maîtrise des choses. Tu es usufruitier, tu es un ayant droit. Ceci étant quand même, l'école maternelle en France est aussi un échec. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que c'est les seuls phénomènes, mais parce que la manière d'aborder effectivement le développement de l'enfant à partir de l'enfant qui est pris en tant qu'enfant pour pouvoir le faire devenir élève est souvent mal fait. Alors on sent que ce qu'on a compris, c'est que vous dites que l'école n'est pas adaptée et il faudra arriver à cette question, que faut-il faire pour que l'école soit adaptée à nos enfants? Mais juste avant, regardons ensemble le micro-trottoir qui a été réalisé au cœur même de notre population. De problèmes, quoi. Les enfants, ils n'arrivent pas vraiment à bien apprendre à l'école. Les professeurs même sont toujours pressés, donc voilà. Non, le programme n'est pas adapté. De mettre des personnes pour les aider à l'école, des ATSEM pour aider les élèves en difficulté, mettre en place, comment expliquer ça, mettre en place des classes pour les enfants en difficulté, personnellement, et des enfants qui apprennent, restent avec les enfants qui apprennent, mais ceux qui sont en difficulté doivent aller à leur rythme. On ne peut pas presser des enfants
qui sont pas rapides, hein, comparé à ceux qui sont plus rapides. Je dirais que le système français est pas vraiment adapté pour la Guadeloupe, mais en même temps, je dirais pour tout le monde, pas que la Guadeloupe. Puisque s'il faut revenir en arrière, moi qui ai une enfant à scolariser, chaque enfant va avec son rythme. Vous avez des enfants qui sont faits qui ont un rythme très assidu, vous en avez d'autres qui ont un rythme beaucoup plus moyen. Mais en fait, si vous voulez, maintenant que tous les corps enseignants en fait, ont réduit pas mal de choses, il y a en fait, il n'y a pas assez de professeurs pour chaque niveau de classe. Qui veut dire que maintenant, les classes sont trop surpeuplées, il y a trop d'élèves, un seul professeur pour beaucoup d'élèves et plusieurs catégories d'élèves. Vous avez des élèves qui travaillent très bien, vous en avez d'autres qui sont un peu plus moyens et d'autres qui ont un peu plus de difficultés. Ben, parfois, la France est toujours en avance et ils sont en retard. Il y a certains élèves qui ont des lacunes, qui n'ont même pas le temps de combler parce qu'il y a certains professeurs qui n'attendent pas, qui suivent leur programme. Et puis voilà. Et normalement, le professeur est censé stagner un peu, mais ils ont un programme à respecter. Si tu n'apprends pas, ben, c'est ton problème, ils avancent pour finir le cursus scolaire. Moi, je dis pas qu'il faut attendre peut-être un élève, mais s'il y a au moins une dizaine d'élèves qui ont des lacunes, au lieu de changer de programme, d'attendre que tout le monde ait assimilé à sa façon, et de continuer d'avancer. Parce que ça sert à rien si 10 personnes n'ont pas assimilé et que le reste avance. Après ça, ils vont dire qu'il y a des échecs, mais c'est normal. Tout le monde n'a pas la même capacité d'apprendre et de retenir. Pour moi, personnellement, parent qui est un enfant scolarisé, on devrait déjà mettre en place en fait, un système qui permettra de voir les compétences de chacun et pour pouvoir mettre un professeur avec un certain nombre. Si c'est les plus forts, ben les professeurs de machin. Si c'est un enfant qui a un peu plus de difficultés, là, on va le mettre avec un professeur qui sera adapté avec son niveau, pour lui donner... Parce que ça ne veut pas dire que parce que son niveau est plus bas, qu'il veut dire qu'il n'est pas bon. Hein? Voilà une réaction sur ce micro-trottoir. Alors, je ne sais Samuel. pas, mais... Alors, Samuel. Quelque part, il y a une dame qui a dit exactement ce que monsieur... Gédéon disait, l'école, il y a une sorte d'étage, 3 étages, les enfants du milieu, pour lesquels, voilà, les enfants d'en haut et les enfants d'en bas. Et c'est ce qu'elle est en train de dire, que par rapport à l'effectif des écoles, les professeurs étaient tenus d'aller et de faire le programme, de terminer le programme. Mais en même temps, le faisant, on met en retard ceux qui auraient des capacités. Mais en même temps, il y a de ceux qui sont... Donc ça, quelque part, ça planifie. Hein, on lisse l'école à un certain niveau et ça fait sortir des enfants qui parfois au bac, vous voyez le niveau des jeunes aujourd'hui qui sortent du bac, qui ne savent pas écrire, qui font des fautes d'orthographe. Pourtant, il y a beaucoup d'élèves, enfin beaucoup. Il y en a beaucoup qui sortent avec des mentions. Hein, et aujourd'hui, même les mentions d'aujourd'hui, il faut les voir. Même les mentions d'aujourd'hui ne sont pas les mentions d'hier. C'est bien, sont bien, très bien. Et ça fait la fierté des parents. Alors, il faut surtout faire attention ce soir à ce qu'on dit. Hein. Non, mais sous le truc de moi, puisque tu me parler de ça, c'est vrai que la plupart des enfants qui sortent avec des mentions ont une ouverture beaucoup plus grande pour eux, en termes universitaires et autres. Mais moi, je pense à la masse des enfants qui sortent avec un bac, avec les notes très moyennes, ou un bac professionnel, et qui vont s'inscrire à l'université. Il y a 21% de réussite en première année à l'université. Ça veut dire qu'ils sont véritablement laminés à ce niveau-là. Attends. Mais quand cet enfant-là est laminé, quand il est laminé, et quand au bout d'un moment il ne réussit pas, etc., vous avez des enfants qui ont le bac et qui se retrouvent dans la rue. Hein. Oui, mais alors il faut peut-être revenir un petit peu en arrière, parce que lorsque Samuel dit qu'il y a des enfants qui sortent du lycée, qui ont leur bac et qui ne savent pas lire, forcément, bien lire, je dirais. Est-ce que c'est normal? Non, attention. Est-ce que c'est normal? En tout cas, non. Je veux dire, on parle de l'école en Guadeloupe et c'est fort intéressant parce que c'est une vraie problématique. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système français qui échoue actuellement. C'est ça. Parce qu'au niveau scolaire, là, un élève sur 5 est en difficulté en France. Pourtant, les pourcentages de réussite sont excellents. Hein, non. Un élève... Mais la sélection a déjà été faite. Un élève sur 5 est en grande difficulté. On dit que justement, c'est le problème actuellement du système scolaire français. Et deuxièmement, j'ai entendu, et tout le monde l'a entendu, ce professeur de philosophie
lors du bac l'année dernière, enfin non, encore en 2020, qui disait, professeur de philosophie, qui disait, et moi j'étais vraiment halluciné, qui disait qu'ils ont fait une analyse sur 600 copies. Il a donné peut-être 60% des épreuves. Ceux qui passaient le bac ne maîtrisaient pas la langue française. Il a dit que c'était du charabia, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas leur langue. Donc, quand on dit cela, qu'il y en a beaucoup, moi je connais un professeur d'université qui m'a dit qu'il ne s'était pas rendu compte, il avait un élève qui rendait toujours sa feuille là, en Guadeloupe, sa feuille en dernier, qui avait toujours quelques difficultés, mais il ne s'était pas rendu compte. Et c'est un jour qu'il a compris, l'élève, quand il lit, il ne visualise pas comme nous, il annonce dans sa tête. Donc il prend beaucoup plus de temps que les autres. Donc ce qui est dit là, c'est tout à fait la réalité, puisque ça existe en France. Donc pourquoi a fortiori chez nous? Oui, à la seule différence, c'est-à-dire qu'il faut quand même relativiser. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, ni des bulletins, ni en lot idées reçues qu'il ne fait pas relever, et une autre bulletin qui profondément vrai. Il faut qu'on arrive à se dire les choses clairement. Si l'éducation est en priorité pour l'État français, il faut compter ça. Il mettait moyens budgétaires. Il mettait moyens budgétaires. Premièrement, très clairement. Nous voilà Guadeloupe même. Si apprentissage, divini à Guadeloupe est en priorité, est un réel souci pour l'administration rectorale, nous déjà voyons la différence aussi. Oui. Ça, il faut dire les choses clairement. Là où dans classe à 28 élèves, même 30 élèves, 30 timons. Si c'est les 30 timons, on y 5 déclinaisons entre guillemets possibles d'enfants et surtout aujourd'hui il y aura des petits freins, on va dire, les pathologies, les 10, il y a l'autre 10 qu'elle nous peut trouver. Donc on a les petits monde qui dyslexiques, on a les petits monde qui ceci, on a les petits monde qui cela. On peut trouver dans cette classe, on peut trouver avec 5 profils à petits monde qui ont des difficultés. Il faut prendre tout ça en compte. Qui gens, je dis, je vous peux prendre tout ça en compte, les réunions classe à 28 timons et c'est le professeur d'Ouvain. Donc ça j'ai un premier problème. Mais en cas où dit, là par contre, nous, Guadeloupéens, nous avons souffert d'insularité entre guillemets, mais c'est pas rien à foutre de l'éducation et encore moins de ça qu'il a fait dans Guadeloupe. Et puis voilà le problème. Il se trouve qu'il y a un moment, il faut poser les vraies questions. L'éducation n'est pas la priorité. La formation en Guadeloupe même, elle est bancale. L'orientation des élèves est bancale. On ne peut pas offrir toutes sortes de suites dans les études au niveau universitaire en Guadeloupe. Il y a encore plein d'idées reçues sur ce qui est de l'orientation post-collège ou même qu'est-ce qu'on a la filière professionnelle, la dite filière, l'ex-filière générale. Il y a encore plein de problèmes là et c'est des biens que nous pouvons régler. C'est des biens que nous pouvons régler et c'est pour ça l'école la bancale. Voilà. Alors nous avons un appel de téléspectateurs, nous le récupérons et nous revenons avec vous puisque quelqu'un a voulu réagir sur ce qui a été dit. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, en fait, je ne sais pas si ça a vraiment rapport à avec le sujet d'aujourd'hui, mais je vois qu'on parle d'études, d'école. Allez-y. Et en fait, ma préoccupation depuis quelques années, je vois que le Canada vient recruter massivement en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane des étudiants. Et la question que je me pose, je ne sais pas si on voit à long terme ce que ça va donner. J'ai l'impression d'assister à un bunidome moderne. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup, madame, pour cette intervention. Voilà. Vraie question. Oui. Moi, je pense que c'est vrai, et c'est là qu'il y a un problème, à ce niveau-là. Il faut penser l'école, et je le répète, dans une globalité. Et c'est Michel qui parlait de faillite, je crois. Cette école, elle est là pour quelle société? Pour quel but? Quelle est la finalité de cette école? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'on ne va pas à l'école tout simplement pour aller à l'école. On va à l'école justement pour effectivement avoir des diplômes, pour réussir sa vie. Pour réussir sa vie. Aujourd'hui,
Je prends le cas de l'orientation des enfants. Vous avez des enfants à qui on demande, voilà, vous voulez faire quoi? Les enfants ne peuvent pas répondre. Ils répondent en fonction de quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut pour répondre à la question? Il faut savoir de quoi nous disposons en Guadeloupe. Et c'est vrai, je suis toujours étonné par cette question. Aujourd'hui en Guadeloupe, nous avons besoin de combien de peintres? On a besoin de combien de mécaniciens? On a besoin de combien d'avocats? On a besoin de combien de médecins? Etc. etc. Personne n'est en mesure de répondre à cette question qui est une question qui doit faire ce travail. Mais ceux qui ont en charge l'école, ceux qui ont en charge la société guadeloupéenne, il ne faut pas déconnecter cette école, encore une fois, de la réalité socio-économique de la Guadeloupe. Parce que nous construisons des hommes dans un territoire donné. Ce n'est pas, on ne construit pas simplement des hommes. Et la question qu'on pose la dame sur le Canada, en tout cas, j'invite tout un chacun à réfléchir là-dessus. Parce que c'est bien que les gens aient étudié à l'étranger. Moi, je suis le résultat, comme je dis, des études ailleurs, hors de France. Il faut aller étudier à l'étranger. Il faut aller connaître le monde. Mais il faut surtout créer les conditions pour que ces jeunes-là puissent retourner en Guadeloupe, mettre à la disposition du pays Guadeloupe leurs connaissances. Oui, mais si on doit dire les choses ce soir, si on doit dire les choses en vérité ce soir, sur ça, sur cette partie. Maintenant, on se rend compte que c'est un billet, pratiquement un billet aller qu'on donne aux enfants. Il faut penser au retour. Il faut surtout créer les conditions pour permettre à ces enfants-là de revenir en Guadeloupe et de pouvoir travailler en Guadeloupe. Oui, mais Michel, depuis combien de temps, si on doit dire les choses, parce que ce plateau, c'est que les choses soient dites, si on doit dire réellement les choses, combien de parents guadeloupéens qui disent, oui, moi, mon enfant, il part, il ne va pas revenir parce qu'il n'y a rien en Guadeloupe? Combien de parents guadeloupéens disent oui, mais mon enfant, et avec fierté, disent à leurs parents ou aux amis ou aux gens qu'ils rencontrent, oui, moi mon enfant, il est en Suède, moi mon enfant, il est au Canada, et c'est toute une fierté. Oui, mais il faut créer les conditions du retour. Oui, mais quand le parent guadeloupéen dit oui, mon enfant, il est à l'extérieur, lui, il ne va pas revenir en Guadeloupe, parce qu'il n'y a rien en Guadeloupe avec une certaine fierté. Oui, mais ça c'est... Non, on ne va pas dire oui, c'est... Il faut peut-être revoir aussi les choses, parce que le discours, il faut que les enfants partent et qu'ils reviennent. Il n'est pas si mais il faut qu'on fasse attention. Ça, ce discours-là. Il faut qu'on fasse attention. Aujourd'hui, il est récent. Parce que toutes les autres questions qu'on va aborder en Guadeloupe n'auront pas de sens si nous ne nous penchons pas sur la question du retour de nos enfants dans ce pays de Guadeloupe. Nous savons très bien, et nous avons les chiffres concernant la démographie guadeloupéenne, nous savons très bien que s'il n'y a pas une politique aujourd'hui sérieuse mise en place pour permettre à nos populations de rester sur place, on aura un gros problème dans ce pays-là. Eh bien, à présent, on a vu que nous sommes en problème. Nous venons à Dombab à présent. Donc on dit aux enfants, écoutez, revenez. Oui, mais il ne suffit pas de dire revenez. Il faut créer les conditions du retour. Oui, mais c'est un discours qui n'est pas vieux, c'est un discours récent. Nous partons du côté du téléphone et je reviens et vous pourrez réagir à partir de cela. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Merci à Canal 10. Allô? Oui, allez-y monsieur, nous vous écoutons. Oui, je vous disais bonsoir à tout le monde sur le plateau. La question que vous évoquez, c'est une question qui est très importante. C'est la question numéro 1 de l'existence d'un pays. L'éducation nationale. Et pour cause, l'éducation nationale, c'est le plus gros budget en France. Donc, c'est quelque chose qui est important. En masse salariale, peut-être. Selon moi, avant, il y a la l'agriculture, mais c'est un autre débat. Et la question qui est en cause ce soir, c'est le système scolaire général. Est-ce que nous maîtrisons le système scolaire général en Guadeloupe? C'est une autre question qui est posée. Non, c'est à refaire.
la question qui est posée, je réponds que le système scolaire général ressemble à la société du pays en question. C'est le pays en question qui fonde son système scolaire général. Et s'agissant de la Guadeloupe, nous ne maîtrisons pas les codes du système scolaire général. Et je vais ajouter, car la société est le reflet de l'image souhaitée. Donc, est-ce que nous avons une volonté souhaitée pour nos enfants? Et est-ce que cette volonté est vraiment écoutée? Il y a deux questions dans ce que je viens de dire. Ouais. Je vous laisse répondre. Merci, merci monsieur. Qui veut répondre? C'est très intéressant la manière dont il a posé le problème. Je suis d'une génération, nous étions partis faire des études en France, parce qu'il n'y avait pas d'université en Guadeloupe. Et notre objectif, ce n'était pas de rester en France, c'était de retourner nous mettre au service de notre pays. C'est pour ça qu'en particulier au niveau de l'éducation, bon nombre d'entre nous, nous préférions ne pas passer de CAPES et retourner en tant que, à l'époque c'était maître auxiliaire, pour justement ne pas nous retrouver dans une situation où on nous bloque là-bas et qu'on nous empêche de rentrer. C'est une génération qui a connu le BUMIDOM et qui a vu ce que... et je me rappelle que les premiers combats que nous avons menés dans le domaine de l'éducation et le domaine populaire de manière générale, il y avait comme slogan « La jeunesse pas partie, pays là, besoin des autres ». C'était un slogan qui était fondamental. Justement, c'était une manière pour nous de combattre le BUMIDOM et de faire comprendre que nous avons besoin en Guadeloupe. Notre deuxième combat, c'était « Faux Guadeloupéens travaillent en pays ailleurs ». Et nous avons imposé effectivement la priorité aux Guadeloupéens, en particulier au niveau des maîtres auxiliaires, pour qu'ils soient repris jusqu'au plan de titularisation. Mais voilà, la formation, c'est élargie en Guadeloupe, et la formation ne s'arrête pas seulement au niveau enseignant, elle va dans tous les autres domaines. Si nous regardons nos jeunes qui réussissent, c'est pas qu'il n'y a pas de travail pour eux en Guadeloupe, mais c'est que politiquement, il n'y a pas une politique de préservation des emplois pour ces Guadeloupéens, de telle façon à leur permettre de retourner et de trouver cet emploi-là. Je connais beaucoup de jeunes. Les statistiques disent que il y a 42, sur les jeunes qui partent en France, il y a 48% à l'heure actuelle qui retournent. Et sur les 48%, il y en a pratiquement 20 à 30% qui, au bout de quelques temps, repartent à l'étranger. Pourquoi? Parce que rien n'est fait en matière de préservation et de droit à l'emploi de leur pays par les autorités, de manière générale, tout simplement parce qu'on nous englobe dans un système global et on nous dit c'est la loi générale pour tous. Je signale qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est pas comme ça, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est une autre. C'est parce qu'ils ont créé les conditions pour qu'ils puissent avoir ça. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Et ensuite, on vient nous dire que notre population vieillit artificiellement. Parce que, en bloquant nos jeunes là-bas, nos jeunes se marient et ont des enfants là-bas qui restent là-bas et effectivement il n'y a pas de renouvellement de génération. Et c'est pour ça que nous sommes un pays qui battra bientôt le record du nombre d'EHPAD. Nous marquons une courte pause et nous revenons avec vous pour la deuxième partie de cette émission. A tout de suite. Pas entendre parler d'écoles encore, qui vont... Voilà, nous revenons avec vous sur ce sujet fort intéressant et avec vos appels. L'école, une école adaptée ou pas? Alors la réponse a été donnée, mais maintenant,
Que faut-il faire et peut-on faire quelque chose pour pallier à cela? Est-ce qu'on peut activer des leviers pour que les choses évoluent ici en Guadeloupe? Et il y a Samuel qui a réagi à un moment donné en disant j'ai une idée, j'ai quelque chose à dire. Samuel, cette idée, c'était laquelle? Oh. Je ne vais pas dire ça comme Michel. Pour moi, encore, M. Gobert a touché du doigt la société tout à l'heure dans sa globalité, l'école, on ne peut pas penser l'école. Il y a une hypocrisie intellectuelle que nous avons tous développée, c'est que faisons-nous de nos jeunes qui n'ont pas envie de réussir dans le système dit général? On peut être très très bon et vouloir faire un métier manuel. Absolument. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt pour ça, puisque les parents, les premières personnes à vous dire non, ce sont d'abord vos parents, puisque c'est quelque part un constat d'échec pour eux. La deuxième chose, c'est que souvent, ceux qui arrivent au métier, ce sont ceux qui ont déjà échoué. Donc, vous arrivez dans des centres de formation où on considère que vous avez déjà échoué. Donc, c'est presque une école. Il y avait déjà des écoles de deuxième chance, ça fait 20-30 ans. Voilà. Et ce qui ne portait pas ce nom-là. Et ensuite, Michel a dit une chose importante, est-ce que l'école c'est une priorité pour l'État français, mais est-ce que la formation professionnelle aussi, on oublie? Puisque plus on est formé, plus on est pointu, et qu'on fait des études pointues, moins on a de chances de revenir en Guadeloupe. Il faut être sérieux. On n'a pas d'industrie en Guadeloupe. Quelqu'un qui fait de la géothermie. Il va à bouillante. Voilà, mais bon, en attendant, il faut que les Américains veulent bien le prendre. Mais il y a un projet pour la souris. Le problème de la Guadeloupe n'a jamais été ceux qui sont dessus du panier. Et on sait très 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 bien qu'au niveau social, tous les parents voulaient que leurs enfants soient médecins ou avocats à l'époque, c'était ça. Donc, on a formé, on a eu, et M. Goubert encore a parlé, moi M. Gédéon, je dis M. Goubert, M. Gédéon a parlé tout à l'heure de comment on sait s'il manque des peintres, s'il manque des médecins, s'il manque, ce travail-là n'a jamais été fait. À l'époque, quand j'étais administrateur de la Chambre de métiers, je parlais d'inventaire des métiers. Il est important de faire l'inventaire des métiers parce qu'il y a des métiers même où il ne faut plus former les jeunes, où on continue à former des jeunes, et d'autres nouveaux métiers qui arrivent et qui n'ont aucune formation. Donc on est quelque part, et c'est vrai que c'est une compétence régalienne, donc on n'a pas la main dessus, mais un jour il faudra avant de prendre peut-être la compétence fiscale même, je pense que ce sera important de prendre celle en binôme avec peut-être l'éducation nationale, hein, dire que non, on a un système de formation à mettre en place en Guadeloupe. Et j'en veux pour preuve le système allemand qui, en Allemagne, c'est l'artisanat qui jouit de la plus grosse manne de la formation professionnelle. Parce que les Allemands ont défini une politique. Ils se sont dit que là, on va mettre suffisamment d'argent pour pouvoir former les jeunes. Ça a donné quoi comme résultat? C'est qu'aujourd'hui, l'artisanat, c'est le plus gros chiffre d'affaires. L'artisanat, c'est 614 milliards d'euros en Allemagne. Ça fait environ 4 ou 5 fois l'automobile en France. Donc c'est juste pour vous dire que dans une société quelque part, c'est lorsqu'on donne une direction à son école et à sa formation professionnelle qu'on arrive à changer énormément de choses dans la société. On n'en est pas encore là. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô, oui, madame. Oui. Je suis en train de regarder votre télé, là, j'ai en train de regarder. Je peux parler de créole? Oui. Pas de problème. Bon, d'accord. J'ai parlé de coopération, bon débat. Je dis qu'une idée civile, là, dans l'école, là, je ne vais pas mettre des gens en place parce que dans les communes, pas ni des livres, pas ni des bibliothèques. La guerre portable à affecter mon agro, ils n'ont pas l'éducation à faire, non l'autre éducation à faire, nous des parents, parce que nous sommes quand même des parents d'élèves. Moi, les enfants ne partent pas étudier en métropole, parce que nous disons maman, nous faisons que nous pouvons venir en Guadeloupe, c'est voulu parce que les nerfs nous remettent en place. Les nerfs nous remettent en place, ça voulu, parce que ces nerfs-là, nous rembaucher des gens qui n'ont pas compétents dans les mairies, dans les communes. Je dis
que c'est si on n'a pas les confiance en pays à nous. Nous pas les confiance en pays à nous. On est obligé de partir à l'extérieur. C'est exactement dans les écoles, les parents, ça a voulu. Dans les communes, pas ni des bibliothèques. C'est si on n'a pas ni des livres dans les écoles. Je veux dire que c'est si on a des grands bonheurs, il y a des portables en méaillot. Les parents ont des portables en méaillot. Je veux dire que nous, si nous avons des grands bonheurs, il est écrit. Nous faisons écrit. Là, dans le collège, nous faisons connaître les savoirs, les bonnes habitudes. Comment tant longtemps en famille en nous? Parce que nous, l'autre famille, nous ne pouvons pas tenir comment tant longtemps. Mais c'est arrivé qu'on a voulu. C'est le système qui veut que ça a voulu, qu'on a voulu. Parce que les gens qui ont allé à l'école, ils n'ont pas ni le livre. Dans les écoles, pas de bibliothèque. Dans les mairies, pas de bibliothèque. Dans les communes. C'est ça qui est savoir le portable. Je dis que c'est voulu, ça a voulu. Les mairies, les communes, les maires, nous embaucher des gens par des. Voter dans le travail, voter dans le c'est tout le monde là. L'autre qui nous dit diplôme, il n'y a pas qu'à travailler. Il n'y a pas qu'à travailler en commune, il n'y a pas qu'à travailler en pays, il n'y a pas qu'à partir à l'extérieur. C'est voulu. Ça a voulu, madame. Pour le système là changer, il faut changer tout le système. Il faut changer tout le système. Les mairies, les communes, les maires, le système éducatif. Nous avons enseignants, mais pas les diplômes. Nous avons enseignants dans les écoles, mais pas les diplômes. Voilà. Alors, il y a des enseignants, ni enseignants les plateaux là, ils qui répondent. En tout cas, merci madame pour cette intervention. Et c'est invité en plateau là, qu'à y répondre vous. Non, mais merci. Oui. Et madame là, ni ont certaines parts de souffrance qu'elle a respectées, on ne peut pas permettre des contredits, tout ça est dit par pudeur et par respect. Mais tout le monde qui est à l'école et ils ont certaines validations même qui permettent d'être là, c'est-à-dire qu'ils ont payé pour n'importe qui à Casa pour dire fait l'école pour petit monde en Guadeloupe, ni pour petit monde en France de toute manière. Faut nous d'accord sur ça. Un autre problème là, on Guadeloupéen qui dit pas ni travail pour petit Guadeloupéen en Guadeloupe. Parce que si c'est ça, si pas ni travail pour petit Guadeloupéen, il faut pas ni travailler pour d'autres monde qui viennent ici. Et si on ne peut pas envoyer un petit monde parti, il faut envoyer l'autre bord pour dire pas virer parce qu'il n'y a pas de travail aussi dedans. Et en même temps, on va envoyer les gens sortir de l'autre côté pour venir travailler ici. Donc, il faut nous être honnêtes aussi dans ça, nous a dit. Gros problème là, et on dit là, nous avons un problème de choucage, d'ancrage. L'école, mais je parle de là maintenant, je vais parler de la Guadeloupe. Hein. Nous avons parlé des failles du système scolaire français, c'est très clair. En Guadeloupe, nous avons un premier décalage qui culturel. L'école là telle qu'elle nous dit, nous avons un décalage culturel. Et ça, qui c'est anti-l'école, qui c'est l'école à Timounti adolescent, qui c'est dans le lycée là. Et après là, nous arrivons au lycée là, nous avons d'autres décalages à présent qui socio-économiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas en phase avec la réalité du pays. Maintenant, c'est lorsqu'on envoie un jeune en formation, lorsqu'on envoie un jeune apprenti ou qu'on envoie un jeune pour qu'il travaille, pour qu'il rentre dans la vie active, on n'est pas en phase avec ça non plus. Et Samuel disait quelque chose tout à l'heure, il dit il faut qu'il y ait un réel partenariat. Mais à la limite, le fait de réclamer le partenariat, ça sous-entend qu'on n'est pas dans le doigt dans nos bottes, parce que c'est quelque chose qui doit se faire de fait. C'est-à-dire qu'on doit être en phase avec le milieu dans lequel on est. Si on enseigne à des petits Guadeloupéens, c'est bien pour qu'ils puissent vivre dans leur société guadeloupéenne. Donc, il faut nous en phase avec ça. Les membres l'ont dit à présent, ni des butins qui voulaient butins. Moi, en ayant seule interrogation à présent, c'est-à-dire que fort de toutes les difficultés, des décalages culturels, des décalages socio-économiques et tout, nous avons trouvé il y avait une administration électorale qui a géré l'école Guadeloupe dans des conditions qui sont bizarres. Effectivement, il y a le ministère, il y a tout ce qui est à Paris, on va dire. Mais après, il y a une réalité. Il y a une réalité qui est tel élève à telle difficulté. Société là, Jean Bouleverse, qui moyen nous qu'à mettre pour petit Guadeloupéen peut apprendre l'école. Là, on mairie, peut pas payer, il peut pas payer des prestataires.
Alors à présent, il y a dit, bon écoutez, c'est Bourguet qui a fait photo, il est copieux, ils te disent clairement, donc on ne peut pas venir faire la maintenance de vos copies parce que la collectivité là a doué quoi. Donc mairie là a dit, voyez tout document à la mairie, nous qui photocopier pour nous baser. Là, c'est-à-dire que là, nous faisons derrière, à présent. Nous payons en 1950, là, nous virons en 1910. C'est-à-dire que là, nous virons, et même un jour, on veut dire que nous sommes pays en voie de sous-développement, à présent, je dis. Là, on a rentré dans l'idée là, ça. Là, on a trouvé dans des établissements. Il y a une réalité en Guadeloupe, et là, on va parler clairement. Hein. Il y a à peu près, depuis septembre, il y a à peu près 17 établissements qui ont déjà fermé en Guadeloupe pour des raisons d'hygiène, et voilà. Là, il y a un vrai problème, il y a une vraie question à se poser aussi. Il y a la question d'ancrage, oui. Qu'elle soit culturelle, qu'elle soit dans l'environnement social, mais aussi il y a quels moyens qu'on se donne en Guadeloupe, quel respect que l'on a des communautés scolaires, quels moyens qu'on se donne pour que nos enfants réussissent en Guadeloupe. Et là, c'est pour moi, ça... Une réponse là, ça nous panie. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui. Allez-y, monsieur. Oui, ben, écoutez, elle est assez intéressante, la question que vous nous suggérez ce soir, qui est la place de l'école. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que l'issue, c'est-à-dire la solution, puisque bon, là je crois qu'on est tous d'accord qu'il y a un problème, la solution, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Moi, il y a une chose qui m'a interpellé tout à l'heure là, lorsqu'on a parlé de la maternelle. C'est vrai, effectivement, que c'est une étape dans la vie scolaire de l'enfant qui est très importante. Mais il y a une chose que je voulais dire, c'est que quand j'ai parcouru toute la littérature concernant les réformes, concernant l'éducation, la pédagogie, il y a une chose que j'ai notée, c'est que ces auteurs-là suggèrent l'apprentissage dans la langue maternelle. Alors, je vais vous laisser là-dessus discuter, si vous voulez, mais pourquoi? Parce que rapidement, à l'époque, en France même, le français n'était pas la langue parlée, je dirais, nationale. Et il y avait le latin qui dominait, et c'est vrai que... voilà. Alors donc, quand est-ce qu'on pourra, on voudra, il sera nécessaire, donc, de mettre en avant, sans le nommer, la langue maternelle des jeunes Guadeloupéens dans l'éducation nationale. Merci. Merci. Qui répond? Alors, sur le problème de la langue maternelle, le problème du créole, c'est pas typique. Hein. Il y a vraiment un problème du centralisme français de la cour de Paris. Je redonne deux bouquins qui sont excellents, qui sont écrits il y a longtemps. Il y a Parler croquant de Dunton, qui parle des problèmes de l'Occitanie par rapport à la France. Et puis, bien sûr, il y a Le Cheval d'orgueil de Jacques Azélias, qui parle des Bretons. Par rapport à la France. Donc il y a un vrai problème, c'est la même mise de la cour de Versailles sur toutes les régions comme alignement, comme système d'alignement et d'assimilation structurelle et culturelle, etc. Maintenant, ce que dit le monsieur sur la langue des langues maternelles, alors il y a deux choses. Un enfant n'a aucun problème pour parler deux langues rapidement, très tôt. Il n'y a pas de difficulté. Ce qui est important, c'est qu'il soit bien dans chacune des langues. S'il parle créole, il parle créole. S'il parle français, il parle français. Et on peut imaginer toutes les transitions possibles. Pardon? Il y a d'autres aussi. Bien sûr, même d'autres. Non, mais bien sûr. Et on peut imaginer toutes les transmissions possibles à partir du moment où on respecte un certain nombre de choses. C'est ce que tu disais. Mais rien n'oblige, scientifiquement je parle, que l'enseignement, au moins dans les classes primaires ou quoi que ce soit des maternelles, se fasse intégralement en créole, avec une stratégie d'appropriation de la langue française comme une langue étrangère.
Et je reprends, parce qu'au départ c'est ça, les enfants. Et je reviens au livre blanc de Joël Non-Départ, sorti des années 80, j'arrivais en Guadeloupe à ce moment-là, où tout ça avait déjà été dit depuis longtemps. On le sait très bien. Seulement, allez dire au système que le français est une langue étrangère en Guadeloupe. Vous avez déjà compris où est-ce qu'on est? Donc voilà. Donc le problème est aussi politique. Il est que politique. Autre appel. Bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Allez-y. Donc j'ai pris l'émission en cours. Il y a que je ne comprends pas. Est-ce qu'on remet la faute sur est-ce que l'école est adaptée à nos jeunes Guadeloupéens? La plupart des jeunes, vous croyez que ça les intéresse d'aller à l'école? La plupart des jeunes, il y a ceux qui apprennent bien, mais la très grande majorité des jeunes, la plupart, vous pensez que ça les intéresse d'aller à l'école? Il y a bon nombre de jeunes, ça ne les intéresse pas d'aller à l'école. Moi, j'ai une grande sœur enseignante. Lorsqu'on leur apprend, elle passe son temps à faire le gendarme. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut toujours jeter la faute sur les autorités? Mais est-ce que vous ne croyez pas que les jeunes même de ce pays ne se rendent pas compte parfois aussi de la chance qu'ils ont? Il y a des pays, d'accord, où les personnes n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Et dans beaucoup de pays aussi, ok, lorsque les jeunes filles vont apprendre à l'école, elles sont lapidées pour certains. Donc je ne crois pas que l'école, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je ne dis pas que tout est bon, mais je reste persuadé que l'école est encore une bonne chose pour apprendre. Mais la plupart des jeunes, on les envoie à l'école, ça ne les intéresse pas. Parfois, un seul parfois, mais le bordel. Les professeurs, il y a beaucoup qui se donnent beaucoup pour les faire apprendre. La plupart, la seule chose qui les intéresse, c'est les ordinateurs, les portables. Ils s'enferment dans leur monde. On parle d'échecs scolaires. Parfois, on rejette encore la faute sur les autorités d'échecs scolaires. Je ne dis pas que tout est bon à l'école. Mais est-ce que les élèves, même ça les intéresse d'aller à l'école? Non. Il y a une réalité qu'il faut se rendre compte. Ça ne les intéresse pas d'aller à l'école. Donc moi, je suis persuadé que l'école, encore, reste une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de pays, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de pays, il faut que les enfants fassent des kilomètres. Ici, dans les Antilles, on met tout en œuvre. Transport scolaire, tout. Il y a des pays, ça n'existe pas. Donc il faut parfois aussi regarder la réalité. D'accord? Moi, je dis qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires parce que les élèves aussi, ça ne les intéresse pas. Et si vous croyez qu'il suffit juste d'apprendre le créole pour que tout réussisse, vous avez tout faux. Il faut apprendre le créole simple, d'accord? Mais si vous croyez qu'en apprenant le créole aux jeunes, tout va réussir, c'est pas vrai. Ça ne les intéresse pas d'aller à l'école, tout simplement. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour cette intervention, Michel Gédéon. Oui, je pense que nous n'avons pas dit que l'école était une mauvaise chose. Je crois qu'ici, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Il faut aller à l'école. Nous incitons les enfants à aller à l'école. La réflexion qui est menée ce soir, c'est de dire qu'on peut mieux faire. On peut effectivement améliorer cette école. Et quand on dit que les enfants ne veulent pas aller à l'école, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a énormément de problèmes qui se posent. On a abordé les questions notamment de la pédagogie. Aujourd'hui, vous avez des classes qui sont surchargées. Les enseignants n'ont pas le temps, justement, de s'intéresser aux enfants qui sont en difficulté. Et il y a une dame qui l'a dit, il faut aller vite, il faut faire le programme. Effectivement, c'est une sorte de production à la chaîne. Il faut aller vite dans cette école. On n'a pas le temps. Donc il faut revoir cet aspect des choses. Cette école aujourd'hui, et on le voit et on l'a dit, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité politique, cette école. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une régression au niveau de l'école concernant les conditions de travail. Je prends le cas, par exemple, des infirmières scolaires. Vous avez une infirmière pour des milliers d'enfants. Vous avez ce qu'on appelle le réseau d'aide aux enfants, le RASED. On a carrément, aujourd'hui, on met tout en œuvre pour éliminer tout ce qui est réseau d'aide aux enfants en difficulté. D'accord? Je prends un autre cas. Dans cette école, on nous parle d'ouverture vers la Caraïbe.
rien n'est mis concrètement. Il n'y a pas les moyens financiers pour permettre à des enfants d'aller en direction des peuples de la Caraïbe. Par contre, vous avez des dispositifs comme Erasmus pour permettre à nos enfants de se tourner, d'aller en Europe. Donc, il faut que cette école soit ancrée dans une réalité. Nous vivons une réalité qui est une réalité géographique. Nous sommes un pays de la Caraïbe. Il ne suffit pas de dire, de lancer des slogans ou de faire de grandes messes pour dire que ouais, la Caraïbe, la Caraïbe. Il faut créer les conditions de la Caraïbe. Aujourd'hui, il faut le savoir, dans énormément d'écoles de Guadeloupe, vous n'avez pas le minimum. Il n'y a pas de papier hygiénique dans les écoles. Vous avez des enfants qui ne vont pas aux toilettes parce que nos toilettes dans nos écoles sont hyper sales. Vous comprenez? Il y a la question de l'eau. Il y a la question de l'eau aujourd'hui dans les écoles. Il y a une réflexion à mener. Quand on nous dit que effectivement, si les toilettes sont hyper sales, c'est la faute à qui, Michel Gédéon? Non, mais ce sont les conditions qui se dégradent. Les conditions, les difficultés des collectivités aujourd'hui. Les toilettes hyper sales. Non, mais les difficultés des collectivités aujourd'hui font justement que dans certaines collectivités, il faut effectivement faire le nécessaire, le minimum nécessaire. Il n'y a pas les moyens financiers. Ce n'est pas une priorité. D'accord? On a énormément de difficultés. Quand on parle de la question de l'eau, quand on nous dit qu'on a de l'eau, effectivement, il y a un problème de chlordécone, qu'il ne faut pas boire l'eau. Je rappelle que dans nos écoles, nos enfants boivent cette eau. Terminé. Voilà, il y a cette réalité. Donc, il y a l'école. Nous disons qu'il faut améliorer cette école. Nous devons penser une autre école. Nous devons faire en sorte que dans une école aujourd'hui en Guadeloupe, dans une classe, qu'on ne puisse pas avoir un enseignant avec 30 élèves. On ne peut pas enseigner correctement à 30 élèves. Ce n'est pas sérieux. Comprenez? Parmi les 30, vous avez ceux qui ont d'énormes potentialités. Vous avez ceux qui sont en difficulté. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? À la fin, j'ai presque envie de dire, on compte les morts et les blessés. Nous verrons ce qu'en pense le téléspectateur, en tout cas, quelle est sa réaction par rapport à ce thème. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, allez-y, madame. Oui, donc j'écoute votre émission depuis Paris. Hein. Donc, sujet très intéressant. Par contre, je voulais savoir, enfin, je me pose la question parce que j'entends parler de les enfants ne sont pas ceci, cela. Enfin, bref, les enfants ont beaucoup de capacités, mais je pense qu'il faudrait que même déjà l'enseignant donne envie à l'enfant de s'intéresser à son cours. Parce que moi j'ai une nièce qui exerce pour l'anglais et je suis désolée, ces enfants-là ne demandent qu'à travailler. Et au contraire, ils ne vont même pas pendant leur cours au moment de récréation pour pouvoir prendre un peu de détente. Ils veulent rester avec le professeur pour encore apprendre encore plus. Alors je suis un peu étonnée d'entendre que les élèves ne sont pas capables ou ne sont pas intéressés ou que les portables, etc. Il faut mettre des lois. Dans une école, il y a des trucs à respecter, quoi. Et là, je ne comprends pas non plus. Une question que je me pose, c'est surtout quel est le budget pour l'école? Est-ce que c'est la Guadeloupe qui gère son budget pour l'école ou ça passe par la France et que la France envoie des cacahuètes pour gérer toutes ces choses-là et qu'il n'y a pas de prise de décision ensuite sur place, quoi? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui ne se dit pas sur le plateau. Voilà. Donc moi, j'aimerais savoir si c'est en Guadeloupe qu'on gère le budget pour pouvoir faire ce qu'il faut en Guadeloupe. Voilà. Merci beaucoup, madame, et merci surtout de nous suivre à cette heure tardive chez vous. Merci beaucoup. Ah oui, c'est très intéressant, mais bon, il y a plein de choses à dire, mais bon, on ne peut pas tout dire. Ah oui, il faut que les choses soient dites, madame. Oui, mais bon, on ne peut pas rester longtemps avec vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en tout cas, merci. Sinon, on passerait des heures et des heures à faire dire plein de choses très intéressantes. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, ça va surtout la réponse. D'accord, on attend la réponse. Alors, il faut que les choses soient dites, cette dame a dit. J'ai l'impression qu'on ne dit pas tout. Non, elle a en particulier demandé comment ça se gère, le système éducatif en Guadeloupe. Il
faut savoir que dans le système éducatif en Guadeloupe, tout ce qui concerne la pédagogie et les moyens en termes de pédagogie, en termes de personnel d'enseignement, d'encadrement, c'est l'État français qui donne les moyens. OK? Tout ce qui concerne la pédagogie dépend de l'État français, c'est-à-dire que les programmes sont des programmes qui sont des programmes nationaux décidés par le ministère, les inspecteurs généraux et tout ça, et qui sont appliqués tels quels en Guadeloupe. En ce qui concerne maintenant la question des bâtiments, il y a plusieurs types de responsabilités. La région, c'est les lycées, le conseil général, c'est les collèges, et les collectivités communales, c'est aussi l'école, c'est l'école primaire, maternelle, tout ça. C'est eux qui sont responsables à ça. Du point de vue matériel, mais du point de vue de personnel d'enseignement pédagogique, à pas eux qui sont responsables à ça. Bon, du point de vue de personnel d'entretien, c'est même bitin. Les lycées, c'est mais aussi les personnels d'entretien, c'est la région. Pour les collèges, c'est le département, et pour les petites écoles, c'est les communes. Donc voilà. Ça qui veut dire qu'en réalité, à part mettre personnel d'entretien et construit, ici dans Guadeloupe, nous pas ni pour autorité autre, ni un organisme qui a existé, qui a créé le Conseil de l'éducation nationale. Mais le Conseil de l'éducation nationale, pas ni pour pouvoir de décision. Il peut toujours émettre un certain nombre d'idées, d'habitants, mais il n'a pas ni pour pouvoir de décision. Et ça, il faut bien comprendre qu'en réalité, le pouvoir de décision, en ce qui concerne tout ça, toutes les questions d'ordre pédagogique, c'est essentiellement l'État français. Alors, une petite précision quand même, c'est qu'au niveau des écoles primaires, on a la possibilité, en ce qui concerne les communes, que les communes votent à un budget à eux, acquisition à le matériel pédagogique, c'est-à-dire les livres et tout ça, et mettre à disposition à les établissements, donc à les familles. Ils peuvent faire ça, mais pas toute commune qui a fait. Ça, sont questions de considération par rapport au système éducatif. Alors l'heure a vite avancé, c'est vrai que nous avons beaucoup d'appels, je suis désolée. Il y a tellement de choses. Nous en récupérons un, ça sera le dernier, mais surtout continuer à nous regarder, puisque chaque mardi soir, nous aurons des thèmes différents. Je sais que vous appréciez, donc continuez à nous suivre, et pour ceux qui ne peuvent pas passer pour cette émission, la semaine prochaine, vous aurez plus de chance avec un thème qui sera aussi intéressant. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle de la métropole, et puis je suis un peu... Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Interpellé par un problème qui se passe à l'école de la lutte en média de Guinée, par un collègue qui est rentré qui vient de la métropole et qui se retrouve devant un conflit de démission de poste en tant que directrice. Est-ce que vous êtes au courant de ce problème? Alors, j'ai eu du mal à vous entendre, madame. Est-ce que vous pouvez reprendre? Parce que nous n'avons pas très bien entendu. Allez-y. Alors, je me répète. Je suis interpellée par le problème que rencontre une collègue qui est en poste à l'école Adélaïde de Lille. Oui. Oui.
qui est démis de sa fonction, qui est démis de son poste de directrice. Je veux savoir si vous êtes au courant de ce problème en Guadeloupe. Absolument. D'accord. Ceci dit, oui. Oui, vous êtes au courant? On est au courant. Enfin, on est au courant. Je suppose que les organisations syndicales sont au courant. Mais moi, personnellement, j'ai été au courant parce que je l'ai lu dans la presse et puis je l'ai écouté aussi aux informations. Rapidement. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la directrice, il y a un groupe de parents qui remet en cause l'autorité de la directrice et ses méthodes. Mais derrière ça, il y a le fait que ce groupe de parents est lié à l'ancien directeur qui, depuis lors, a été muté autre part et qui voulait certainement avoir... Toujours est-il que l'association des parents d'élèves a mené un mouvement alors, c'est une pour protester. Qui est là depuis combien de temps? Alors, c'est une directrice qui est là depuis pas longtemps, d'après ce que je sais, mais qui était appréciée de ses collègues et qui travaillait avec les enfants et l'ensemble des collègues. Enfin, si bien que l'association des parents d'élèves est montée au créneau pour pouvoir dénoncer ces parents ce groupe de parents qui remettait en cause la directrice. Mais il se trouve que ce groupe de parents a des relations, paraît-il, haut placées au rectorat. Et que l'une des conséquences de l'attitude de ce groupe de parents, c'est que la directrice, d'après ce que je sais, j'ai lu ce matin, la directrice a été mise à pied. Donc, à partir de là, oui, mise à pied. Alors, je ne sais pas quel est ce groupe de parents, ni quelle est sa catégorie. Il faudrait peut-être savoir, puisque l'association des parents d'élèves, elle a protesté, et avant même que la directrice soit mise à pied, et a manifesté sa solidarité avec la directrice. Donc la directrice, elle ne travaille plus? Elle est mise à pied, je ne sais pas pour combien de temps, mais elle est mise à pied. 6 mois. Ah ben, elle est mise à pied, voilà. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement grave, parce que les parents, l'école est ouverte des parents, mais... Donc il n'y a plus de directrice dans cette école? Alors je ne sais pas le rectorat, qu'est-ce que le rectorat va faire, mais toujours est-il que ni les enseignants, ni l'association des parents d'élèves ne cautionnent cette attitude du rectorat. D'accord. Donc ça, c'est un problème qu'on va certainement c'est un problème qu'il faut à l'actualité. Oui, on va traiter. Mais qui signifie bien que ce qui a été dit, que l'école n'est plus un sanctuaire, mais qu'elle est ouverte à toutes les tractations, transactions, contaminations, négociations. D'accord. Bon. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a encore eu des appels. Nous ne les récupérons pas malheureusement, mais revenez mardi prochain sur un autre thème qui sera aussi intéressant. Je sais que vous êtes nombreux à appeler. Malheureusement, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission, mais nous aurons une conclusion de toute façon. Alors, une école qui n'est pas adaptée. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire aux parents guadeloupéens qu'on peut activer certains leviers pour inverser cette tendance? Et je débuterai avec, de l'autre côté, avec M. Gédéon. Bien évidemment. Moi, je pense qu'il faut faire des propositions. Qui doit faire des propositions? Tous les acteurs de l'école, et je dirais même tous les Guadeloupéens. Parce que l'école, ça n'intéresse pas quelques personnes, ça intéresse toute la société. Donc il faut qu'on arrive justement à s'asseoir et réfléchir sur l'école. Il y a une période en Guadeloupe, notamment les organisations syndicales, réfléchissaient sur l'école. Il y avait des séminaires, il y avait des productions, et on essayait de penser et repenser cette école. Malheureusement, il faut le reconnaître, depuis quelque temps, je crois qu'il y a une certaine faiblesse dans ce domaine-là. Nous sommes là, nous constatons la situation qui existe et nous faisons l'économie de la réflexion. Je crois que nous devons arriver à un stade aujourd'hui, nous avons cette obligation de dire voilà ce que nous voulons pour l'école. De proposer concrètement, et je crois qu'il y a des organisations syndicales en Guadeloupe, des fédérations de parents d'élèves qui sont en mesure de dire ce que nous voulons, comment nous concevons cette école. Parce que nous ne disons pas qu'il faut, comme je disais, détruire l'école.
brûler l'école. C'est pas ça le discours. Le discours, c'est de dire qu'il faut améliorer l'école. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus d'enfants qui réussissent dans cette école-là. Il faut faire en sorte que cette école-là puisse justement créer l'esprit critique, créer des Guadeloupéens en mesure de se poser les véritables questions sur le développement de la Guadeloupe. Nous irons un petit peu plus vite. Oui, moi je pense que la question qui est posée actuellement à la communauté scolaire, au sens où tu utilisais, c'est la question qui est posée à toutes les institutions. Une institution, c'est un relais culturel entre une base et un sommet. Mais en principe, dans une structure qui est cohérente. Ici, il se trouve que la base, c'est nous, la Guadeloupe. Le sommet est un peu décalé ailleurs et que donc la courroie de transmission fonctionne un petit peu d'une manière un peu folle. Cette question est posée maintenant à toutes les institutions de la République, dans le rapport au service public et dans le rapport au service au public. Et je crois qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, je suis pour une réflexion approfondie, mais une réflexion action. Parce que beaucoup de choses ont déjà été menées en termes de réflexion. Tout ce qu'on a dit là, on le sait depuis longtemps. On n'a rien inventé. Bon, ce qui manque, c'est des plans d'action concrets pour essayer d'infléchir les choses. Merci. Rapidement. Rapidement. Très rapidement. Très rapidement, si tu veux. Nous avons pris une initiative, à l'initiative d'une organisation syndicale, d'ailleurs, qui est l'OSPEC. C'est de créer une association qui s'appelle l'association Tifilao, qui s'occupe d'éducation et d'enseignement en Guadeloupe. Nous, à partir de cette association, nous nous sommes appuyés en particulier sur les travaux d'Alain Dorville, qui est un psychopédagogue, et qui a mis en place un système qui est le système Bâtir. Nous avons attaqué le problème par l'école maternelle. Le système Bâtir, bâtir l'écriture, bâtir le langage, etc. C'est cette méthode que nous avons décidé de mettre en place et d'appliquer. Nous faisons ça à Trois-Rivières à travers une structure que nous avons mis en place, c'est la Coutifilao, qui est une structure de style jardin d'enfants, mais qui, avec l'évolution actuelle, se transforma certainement. Nous accueillons les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Mais avec l'évolution, nous serons certainement obligés de nous transformer en école primaire et aller beaucoup plus loin. Et il y a une autre initiative qui a été prise aussi au Lamentin par l'association ADA, Association pour le développement des apprentissages, qui utilise et applique la même méthode. Et c'est une école privée. Donc, il y a des initiatives. Pourquoi elles ont été faites en dehors de l'éducation nationale? C'est tout simplement parce que le système, en tant que système, il n'y a pas la possibilité véritable de faire des véritables expérimentations pour montrer justement, et c'est dans tout ce cadre-là que nous tenons une conférence débat vendredi à l'ancienne école maternelle de Bord-de-Mer, Trois-Rivières, sur le thème « Comment devenir un parent d'élève efficace ». Parce qu'il faut qu'il y ait la liaison entre le parent d'élève et l'école dans le cadre même de la coéducation. Et ça, c'est une conférence qui est tenue par Alain Dorville de 18h à 20h que nous ferons à ce niveau-là. Merci. Samuel. Alors, c'est peut-être tard. C'est vrai qu'il n'y a pas une école. Pour moi, il y a des écoles. Il y a l'école publique, l'école privée, qui n'ont pas les mêmes problèmes parfois. Et plus ça va, plus aujourd'hui, ceux qui ont les moyens essaient d'éviter l'école publique pour des raisons qu'on ne connaissait pas avant. La pédagogie aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi prégnante, aussi obligatoire que maintenant, parce que lorsqu'on a entendu une dame dire que les enfants ne veulent pas aller à l'école, c'est un monsieur qui le disait, c'est une réalité, il ne faut pas l'occulter, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, comme pour l'alimentation, avant, vous mangez ce que vos parents vous donnaient. Aujourd'hui, les enfants choisissent ce qu'ils veulent manger. Pour l'école, c'est pareil. Avant, vous alliez dans un cours, le professeur était là, vous n'aviez pas le choix parce qu'il pouvait même vous taper, donc vous étiez là et vous suivez le cours. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ne sont pas obligés de le faire, donc ils ont besoin de cette pédagogie-là. Donc aujourd'hui, les enfants qui vont rester accrochés sont les écoles dans lesquelles on va développer une pédagogie pour leur permettre de tenir, de garder j'ai envie de dire, le contact avec le savoir, tout simplement. Donc, je reviens à ma première phrase, c'est l'antichambre de la vie. Merci. Evita. Alors tout d'abord, pour dire que, juste pour répondre à la question rapidement de l'intérêt, l'enfant ne naît pas avec l'intérêt pour aller à l'école. L'intérêt, ça se crée. Donc incontestablement, tout à l'heure, on rejoint le grand principe qu'il faut que l'enfant apprenne à aimer l'école, et ça, malheureusement, ça ne se fait pas tout le temps.
juste pour féliciter, parce que Patricia Belafont-Trobo et moi, nous avons fait une réunion de travail avec Alain Dorville il y a quelque temps sur la question de sa méthode, notamment du vivre ensemble. Et nous étions, comment dirais-je, enthousiasmés par sa méthode, et nous disions, mais c'est pas possible, comment la Guadeloupe peut se permettre, alors que justement il y a tant de problèmes et que c'est à partir de la maternelle, des petites classes, qu'on peut commencer à construire cette nouvelle génération de Guadeloupéens, comment on peut se permettre de passer à côté de la méthode d'Alain Dorville. Et je suis donc très contente qu'il soit que dans cette initiative très intéressante, qu'Alain Dorville soit un peu comment dirais-je, le moteur. Donc ça veut dire que voilà, le pays avance puisqu'il reconnaît les siens. Il reconnaît les siens et il y a un travail formidable à faire. Juste aussi pour dire la question de l'envie de revenir, je dis que est-ce que les enfants, indépendamment du fait que la Guadeloupe ne peut pas leur offrir actuellement un certain nombre de postes, est-ce qu'ils ont eux-mêmes envie de revenir? Et c'est là qu'on revient encore à la maternelle. C'est là qu'à la maternelle, on doit apprendre obligatoirement à nos enfants à aimer leur pays. Absolument. Et les enseignants ont quand même cette capacité et surtout cette liberté de pouvoir distiller cet amour du pays et de faire un travail identitaire aussi. Donc moi, je crois beaucoup en l'évolution des choses. Et puis évidemment, je rêve d'une école qui compense les inégalités sociales parce que c'est quand même un élément fondamental. Michel. Et la réussite, qu'elle soit personnelle ou même collective, ou la projection qu'on peut avoir pour un peuple, pour la construction d'un peuple dans 10, 15, 20 ans, et tout cela sera réalisable uniquement si on est intimement lié à l'éducation, à l'instruction et à certaines valeurs. Sinon, on ne peut pas parler de construction d'un pays avec ça, puisque les gens ne naissent pas diplômés, les gens ne naissent pas prêts à l'emploi, quoi, si je veux dire. Prêts à l'emploi, vraiment, c'est le cas de le dire. Donc, il faut aujourd'hui qu'on arrive à mettre tous les moyens sur cela, sur l'éducation, l'instruction, la formation, les trois. Et Samuel a dit quelque chose qui est très important quand il dit, et M. Gédéon aussi, quand il parlait d'état des lieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à briser certaines idées reçues aussi, et le pays ne peut pas avoir que des avocats, absolument, que des docteurs, et voilà. Et moi, il y a une chose qui m'interpelle, je le dis souvent aux collègues, j'entends depuis maintenant une petite dizaine d'années, je m'occupe de l'orientation des gamins de 3e en fin de cycle, et puis j'ai très très peu qui veulent être enseignants. Ah. Ça m'inquiète. Ouais. Ça m'inquiète. Donc on fait comme on peut. Et avec logique à gouvernement là, qui est de moins en moins. Mais il faut aujourd'hui qu'on arrive à défaut de penser temple, parce que tu as quand même parlé, tu n'as pas dit temple, mais après on dit ou utilisons un mot qui te cache un peu moins. Mais en fait, il faut aujourd'hui qu'on arrive à resacraliser l'apprentissage, resacraliser l'éducation et resacraliser le jeune. Ce qu'ils appellent dans des termes très euphémiens le sujet apprenant. Il faut nous resacraliser ça et mettre tout au service de l'enfant, du petit Guadeloupéen, parce que c'est de là qu'on pourra se projeter et avoir des futurs chefs d'entreprise, avoir des futurs élus, même qu'on espère un peu plus brillants que les générations actuelles. Et puis voilà, donc il faut aujourd'hui qu'on arrive à miser le maximum sur cette jeunesse, parce que c'est elle qui sera le pays, tout simplement. Hein. Et ça nous dépasse. Ça. Merci à vous d'être venus pour cette émission, et je pense que les choses ont été dites, et nous nous retrouvons donc mardi prochain avec un autre thème, un thème très très intéressant. Donc surtout ne ratez pas ce rendez-vous, et je remercie tous ceux qui suivent avec assiduité, je dirais, cette émission. Excellente soirée à tous.